Ethan, il y a 3 jours, l'agent Lindsay Ferris a été capturé lors d'une mission de surveillance. Voilà l'homme qu'elle suivait. Il s'appelle Owen Davian. Les détails sont top secrets, mais je peux vous dire que Davian est un trafiquant de marché noir extrêmement dangereux et une priorité pour nous. À 14h aujourd'hui, un satellite de reconnaissance a identifié une caravane de véhicules avec des immatriculations correspondant à celles utilisées par les équipes de Davian. Ils sont maintenant dans une usine désaffectée en dehors de Berlin. Ils ont un otage. Nous pensons que c'est l'agent Ferris. Normalement, nous nions tout. Mais Lindsay peut être la clé pour nous approcher de Davian et c'est un risque que nous devons prendre. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à trouver Lindsay et la ramener. J'ai déjà constitué une équipe. Elle se tient prête et n'attend plus que votre réponse. Ce message, disons que c'est le super cadeau de fiançailles que je vous fais, s'auto-détruira dans 5 secondes. Bonne chance cette année, encore merci. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Bonjour mes petits agents du IMF et bienvenue dans La Saga. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à nous suivre sur l'intégralité de la saga Mission Impossible. Comme toujours, si vous ou l'un de vos agents était capturé ou tué, le département de Cooper n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Cette semaine, nous allons vous parler de Mission Impossible 3, le film de J.J. Abrams, sorti en 2006. Et pour m'accompagner, il est critique et auteur de livres sur le cinéma, notamment J.J. Abrams et l'éternel recommencement chez Playlist Society. Erwan Desbois, bienvenue dans la saga. Merci, bonjour. Quelle est ta saga préférée ? C'est Mad Max. Ah, bon, on vient d'en parler. Bah, Ouais. ça me l'a rappelé. Ouais, et puis je viens de j'ai vu Furiosa il y a pas longtemps. Donc non, ouais, Mad Max. Mad Max, carrément. Ouais. Bon, je vais pas te demander pourquoi, parce que j'ai déjà fait 4 épisodes sur le sujet. On va pas repartir dessus. Exactement. Qu'est-ce que c'est Mission Impossible pour toi ? C'est, vu mon âge, notre âge, c'est plus les films avec Tom Cruise que la série télé, malheureusement. Et c'est avant tout Tom Cruise. Et puis de voir comment c'est devenu quelque chose qui finalement l'est un peu dépassé pour redevenir des films d'espionnage qui existent en soi, au-delà juste de la figure écrasante de leur acteur, producteur, quoi. Ah ouais, celui-là est un peu plus équipe que les deux précédents, un peu moins Tom Cruise contre le reste du monde, surtout le 2, quoi. Et enfin, elle vient parler de son film préféré de la saga. Coucou Axel. Hello. Pourquoi c'est ton film préféré de la saga ? C'est pas la question que tu me poses à la fin de l'épisode. Parce que sinon, je peux commencer à déballer maintenant. Tu lances l'enregistrement. Pourquoi, Axel ? Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Non, je rigole. Parce que Tom Cruise pleure. Ouais, mais il pleure souvent, Tom Cruise. Pas tant que ça. Tu trouves pas ? Ouais. Il n'y a pas un montage, parce qu'il y a un montage de toutes les fois où il court, donc il doit bien y avoir... Il y a un montage de toutes les fois où il pleure. Donc entre le 2e et le 3e film, Tom Cruise a joué dans, entre autres, Vanilla Sky. Et vous m'arrêtez dès que vous trouvez qu'un film est génial. Hein. Vanilla Sky, génial. Non. Vanilla Sky est génial. Tu préfères l'original, c'est ça ? Je préfère m'en tenir loin. Je trouve que je l'ai pas vu depuis l'époque, mais c'était un film intéressant quand même par rapport à ce qu'on voyait au cinéma à l'époque, surtout pour Tom Cruise, ce genre de film. Et je sais qu'il a quand même marqué pas mal de gens. Vanilla Sky, ouais. Minority Report. Que moi j'aime bien. Génial aussi. Je dois faire un épisode sur le Patreon de Minority Report. Tu veux inviter mon père ? Ouais, parce que c'est les gens qui ont voté. J'avais mis plein de bons films dont je voulais parler. Et comme d'habitude, ils ont voté pour le film dont je voulais pas parler. Alors que je l'aime beaucoup, Minority Report, mais que je sais pas quoi dire dessus, quoi. Bon, y a tellement de choses à dire. Ouais, mais je sais pas si j'ai l'impression que je suis pas légitime pour parler de Minority Report. Ouais, tu sais pas par quel morceau commencer. Voilà, je sais pas. Okay. C'est ce genre de film où je me dis, je sais pas comment l'aborder. Et j'ai toujours pas invité. Donc oui, si ton père veut faire Minority Report avec moi, bien sûr. Tu sais quoi, je l'appellerai. Voilà. Peut-être qu'il dira oui. Ensuite, il a fait son caméo dans Austin Powers Goldmember, bien sûr. Faut pas l'oublier. Le Dernier Samouraï. Collatéral. Génial, Collatéral. Et enfin, La Guerre des Mondes. Que moi j'aime beaucoup. On en a déjà discuté. C'est un très bon film. Génial. Ouais. C'est un très bon film. Il était vraiment dans une période là. Ah, mais il était béni des dieux. Ouais.
Le Hollywood lui a dit « Tiens, voilà ton moment, profite. Et ensuite, fais du prosélytisme, histoire de tout mettre à la poubelle. » C'était la plus grande star d'Hollywood à cette époque-là, hein, je pense. Bah oui, qui arrivait à monter des projets sur son nom et comme tu l'as dit dans la liste, voilà, extrêmement compliqué, extrêmement complexe, enfin extrêmement divers, extrêmement ambitieux, voilà, à faire à la fois des choses avec des énormes budgets et en même temps qui partent très loin, qui vont dans des styles extrêmement différents et qui invitent des cinéastes qui habituellement ne font pas des blockbusters ou un Michael Mann ou un Cameron Crowe, c'est pas des gens qui normalement se retrouvent avec un gros budget, avec un tel budget, une telle tête d'affiche, une telle campagne promo. Enfin, moi je me souviens dans les bonus de Vanilla Sky, il y avait un bonus sur la campagne promo où on voit Cameron Crowe qui comprend pas du tout ce qu'il fabrique là, à voir les projections partout dans le monde avec Tom Cruise, avec ses millions de fans, et lui qui est là, oui, bah, ok, salut. Collateral est aussi un de mes films préférés de Michael Mann. Et je me rappelle, je l'avais vu au Festival de Deauville à l'époque de sa sortie, je devais avoir 15-16 ans, et il m'avait retourné ce film, je l'avais trouvé... Et surtout, Tom Cruise en méchant, ça coule de source. Il devrait jouer un méchant, je sais pas... Tom Cruise en méchant dans James Bond, ce serait la meilleure chose au monde. Mais c'est vrai, non, Tom Cruise, Tom Cruise est génial en méchant. Bah, il en a rejoué un dans Tonnerre sous les tropiques. Oui, mais rapidement. Quoi. oui, mais... Ouais. Il remontre à quel point il est fort dans ce genre de rôle. Je pense que ça participe à son succès, justement. Le fait qu'il reste sciemment éloigné des rôles d'antagonistes, dans la mesure où on sait tellement que c'est quelqu'un qui est foncièrement douteux. Dans le réel, on n'a pas nécessairement besoin d'en ravoir une couche par derrière. Je pense que ça demanderait trop de... Il y aurait trop de transparence, il y aurait trop d'empreintes dans l'objet film. Personne n'a envie de voir ça. Et d'ailleurs, Collateral, fun fact, c'est le seul film de la filmographie de Tom Cruise qu'il me manque. Tu l'as jamais vu ? Je l'ai jamais vu encore. Ah bah il faut. Je sais qu'il le faut. Si tu veux mais voir, j'ai un espèce de blocage mental. Si tu veux voir l'éventail de tout ce qu'il est capable de faire, il faut voir Collateral. Je sais. Au début, c'était par manque de temps et maintenant, c'est presque... Tu vois, je l'ai pas vu et du coup, j'ai du mal à me dire il faut que je le mette maintenant. Il joue un peu un méchant dans Entretien avec un vampire aussi. Me lance pas sur les chroniques, me lance pas sur Anne Rice, ne me lance pas sur les stats. Dans le film, il peut être vu comme le méchant du film, quoi. C'est normal. Mais on va garder ça pour un autre épisode. Il n'est pas aussi charmant dans Collateral. Il n'est pas aussi charmant que... C'est vraiment un mec qui est taiseux, qui est... Il est là avec ses cheveux gris en brosse. Tu le reconnais à peine, quoi. Tom Cruise imite dans le... C'est un peu l'anti-Ethan Hunt, en fait, dans Collateral. Ouais. Finalement, c'est le même genre de homme qui a une mission, sauf que là, la mission, c'est de tuer des gens au lieu d'essayer de sauver la planète à chaque fois. Pendant la promo de la Guerre des Mondes, Tom a annoncé qu'il avait kidnappé Katie Holmes et qu'il allait se marier avec. Grâce à l'aide de son église, bien sûr. Je vous conseille de regarder le documentaire Going Clear si ça vous intéresse de savoir comment le casting pour trouver la prochaine femme de Tom Cruise s'est déroulé. Mais il y avait Scarlett Johansson, notamment, qui était sur la liste, qui a refusé. Tu vois, la liste, c'était beaucoup d'actrices qui commençaient leur carrière à Hollywood à cette époque-là, tu vois, qui étaient... comme Katie Holmes, quoi, qui était en train de se lancer dans leur carrière. Il fait cette annonce en sautant sur le canapé d'Oprah Winfrey, donc la célèbre présentatrice milliardaire américaine. Vous vous en souvenez de ça ? Non, toi, t'étais pas né, toi. C'est arrivé. Dis, t'exagères. 2006, bien sûr que si, j'étais née. Pas depuis longtemps, mais j'étais là. Écoute, non, j'ai vu l'interview sur YouTube, je l'ai effacée de ma mémoire. Voilà, je l'ai rangée dans la mémoire sélective, et c'est très bien là où c'est. Ça a fait un tollé. C'était à cette époque-là, je crois que la personne qui a fait le plus parler d'elle en dehors de Tom Cruise, c'était Charlie Sheen. Oh, voilà le niveau, quoi. Oh. Ouais. Tu t'en souviens ? Du moment de Tom Cruise sur le canapé, ouais, bah exactement. C'est le genre de moment où qu'on cherche à oublier. Ouais, c'est comme dans Vice Versa, là, les souvenirs qu'il faut cacher au plus profond. Et quand on nous en reparle, ça fait un flash là où on le revoit sur le canapé. On est en train de sauter. En plus, il attraper les mains et de les tourner comme ça. Ouais, et c'était vraiment extrêmement pertinent parce que voilà, à ce moment-là, Tom Cruise était le plus grand acteur du monde, quoi. Donc la plus grande star, et ça nous donnait vraiment, ça ouvrait la porte sur voilà ce côté maléfique du personnage et qu'on voulait pas voir et pas aussi clairement et aussi évidemment, quoi. C'était très quasi caricatural. C'était vraiment la brèche dans l'image très polie. Jusqu'à présent, on avait juste un tout petit peu d'informations sur le fait qu'il était scientologue, et on savait à peine ce que c'était la scientologie, surtout nous, vu de France, tu vois, on disait c'est une secte, mais en dehors de ça, on savait pas qu'ils étaient à ce point dangereux comme on peut l'apprendre de nos jours. Et d'un seul coup, on a eu une piqûre de réalité. En fait, c'est ça, Tom Cruise. Et par la suite, je vais raconter en plus qu'il s'est pas arrêté là. Hein. Ah non. Il s'est pas arrêté là. Hein.
Spielberg n'en pouvait plus, donc ils lui ont dit d'arrêter de faire la promo de La Guerre des Mondes. En même temps, il y avait Katie Holmes qui jouait dans Batman Begins. Christopher Nolan a décidé de ne pas la reprendre dans The Dark Knight à cause de tout ce bordel. Quand même, hein, il a ruiné sa carrière. Il s'est un peu crêpé le chignon avec Brooke Shields aussi. Faut pas oublier ça. Avec Brooke Shields. Ouais. En fait, elle avait fait une déclaration. C'est un nom que j'avais pas entendu depuis longtemps. Tiens. Bon, on vient de parler de Top Gun. Elle avait dit ou écrit, je ne me souviens plus, que pour soigner sa dépression postpartum, elle avait eu recours à des antidépresseurs. Et Tom Cruise était, lui, justement, en plein prosélytisme pour la scientologie. Et comme la scientologie venait de commencer à se battre contre la psychiatrie en règle générale, nommant-cela de pseudosciences, Tom Cruise n'a rien trouvé de mieux à faire que de dire que, enfin, en gros, d'invalider les propos de Brooke Shields, qui, elle, derrière, avait refait une déclaration disant que il ferait bien de rester où il est plutôt que de faire du tort à toutes les femmes qui souffrent de dépression postpartum ou de dépression en règle générale, tu vois. Il avait dû faire des excuses publiques 2 mois plus tard, quand même, qui n'ont convaincu personne. Et voilà, et du coup ça a fini d'enterrer son contrat avec la Paramount. Et je pense que il a aussi refait un nouveau Mission Impossible pour essayer de sauver un peu sa carrière. Je pense que c'était un peu de damage control de faire Mission Impossible 3. Si tu regardes sa filmographie, oui et non. C'est-à-dire que le film il a commencé à être lancé en 2002 avant de finalement atterrir en salle en 2006. Néanmoins, quand tu regardes effectivement de quel projet il sortait et dans quelle direction il s'engageait à ce moment-là, effectivement, tu te rends compte qu'il y a une sacrée pente descendante. Et vraiment, Mission Impossible arrive en plein milieu. Après, il va lui rester quoi ? Il va lui rester, son petit camion dans Tonnerre sous les tropiques. Il va lui rester Valkyrie. Il va lui rester un film de Robert Redford, je crois bien. Et ça doit être à peu près tout. Hein. Après, c'est les Night and Day, c'est les Barry Seal, c'est les films à gros noms, gros sous et gros bras. Ah, il y a quand même eu maintenant ça me revient, les parties science-fiction avec Edge of Tomorrow et puis Oblivion. Il y a quand même eu ça aussi. Ça reste quand même de la science-fiction à gros bras. C'est du gros blockbuster, c'est pas... En tout cas, les grands réalisateurs veulent plus de lui. C'est ça, voilà. Non. Ça reste des gros projets, mais avec des plus petits noms. En dehors de Tarantino, visiblement, qu'il l'aurait voulu peut-être dans Once Upon a Time in Hollywood. Paul Thomas Anderson, par exemple, n'a pas proposé un nouveau rôle à Tom Cruise. Pourtant, par exemple, dans Licorice Pizza, il y avait un rôle joué par Bradley Cooper. Je l'aurais bien vu joué par Tom Cruise, par exemple. Je suis d'accord. Mais en tout cas, le développement du 3e film, donc comme tu disais, a commencé en 2002 et on parlait d'Ang Lee à cette époque-là à la réal avec Frank Darabont à l'écriture. Et ça aurait été un prequel du premier film avec le retour d'Emilio Estevez, qui me fait plaisir parce que j'étais le seul à dire du bien d'Emilio Estevez dans le premier film. C'est vrai. Mais le film était un peu trop similaire au 11 septembre, donc le projet a été annulé. Est-ce que vous auriez aimé voir le Mission Impossible d'Ang Lee qui parle du 11 septembre ? Non. Avec Emilio Estevez. Non. On parlait de Charlie Sheen il y a 2 secondes, tu vois. Oui, j'ai pas envie de voir Charlie Sheen non plus, hein, tu sais. Oui, mais bon... C'est son frère, quoi. Emilio Estevez, pas forcément, non, mais après, Ang Lee, c'est toujours intéressant ce qu'il fait. Ça aurait été... Il y a quand même la règle des 3 avec Ang Lee, donc je me méfie un peu. La règle des 3. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais en licence de cinéma, qu'un film sur 3 réalisé par Ang Lee est réussi. Ah, oui, c'est réussi. Ouais. C'est comme Woody Allen. On parle pas de Woody Allen. Ouais, mais c'est vrai. Tu le couperas au montage, j'imagine. Non. Et ensuite, ça a été David Fincher. J'étais pas du tout au courant que Fincher était attaché à ce film pendant pas mal de temps. Si. Il est parti pour des raisons créatives, mais en gros, à cette époque-là, il y aurait eu Kenneth Branagh, Carrie-Anne Moss, Scarlett Johansson dans le film. Qu'est-ce que ça aurait donné un Mission Impossible par David Fincher ? Autant Christopher Nolan, je peux l'imaginer facilement. Fincher, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer en Mission Impossible. C'était dans la bonne période. C'était sa période Zodiac et compagnie, donc... Social Network, Zodiac. Ouais. Non, Social Network, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais, c'est... Mais c'est vrai que ça aurait été... surtout si tu veux comparer Social Network avec Mission Impossible 3, il y a 2-3 petites similitudes si vraiment tu vas aller chercher loin. Surtout dans le dispositif, in medias res. Les 2 personnages principaux courent de manière ridicule. Oh. Il aime m'attaquer là-dessus, parce qu'il sait que j'aime beaucoup la course de Tom Cruise. Vas-y. Pour les auditeurs, il était en train de l'imiter très grossièrement. J'aurais dû filmer. Il continue de surcroît. Pour revenir à Fincher, oui, je pense que ça aurait été curieux. Pas nécessairement... Je vois très bien pourquoi il est parti, même si de son propre aveu, il était prêt à faire beaucoup de concessions. Il avait de bonnes idées. Il avait envisagé des choses un peu violentes, un peu grotesques, des trucs qui sortaient justement un petit peu de son cinéma ordinaire. Et il avait aussi admis être prêt à faire beaucoup de concessions parce qu'il était conscient du fait que c'était le 3e opus d'une franchise.
Il a déjà fait ça? Des concessions. Non, il a déjà fait le 3e opus d'une franchise. Quand? Oui, bah oui, justement, et ça, on sait tous combien ça lui a réussi. Ouais, c'est le film qui l'a le plus traumatisé. Donc Voilà. je me dis, pourquoi il ferait Mission Impossible Bah, c'est 3, d'ailleurs quoi. pour ça que finalement il a tenu, je sais pas si c'était en parlant de Mission Impossible 3 ou Alien, mais il disait à partir du moment où c'est le 3e opus de quelque chose, les studios savent déjà ce qu'ils veulent et ils veulent simplement un exécutant. Ils veulent pas quelqu'un qui va poser des questions. Et de Va fait, dire il ça a à fait- Quaron. Oui, mais c'est pas la même franchise. Va dire C'est ça. pas à les mêmes Richard enjeux. Marquand. Va dire ça à qui? Ah, Richard Marquand, merde. C'était tentant, j'avoue. Non, après, je pense que Fincher aussi peut-être avait accepté de se mettre sur le projet parce qu'il sortait à ce moment-là du fiasco total de Fight Club, donc il était peut-être pas non plus en position d'imposer n'importe quoi. Et Zodiac a pas marché non plus. Et après, il a refait Zodiac qui a pas forcément marché non plus. Donc je pense qu'après, j'imagine que ça aurait pu donner quelque chose comme le premier par De Palma, en fait, à la fois où on retrouve totalement quelqu'un qui arrive à modeler la franchise à sa manière et en même temps qui en accepte les codes, qui accepte la figure de Tom Cruise, qui accepte le calibrage des scènes d'action, etc. Donc, dans le meilleur des cas, ça aurait donné quelque chose d'aussi hétérogène et du coup passionnant. Unique, quoi. Unique entre une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui donne quelque chose d'imprévu. Ouais, à la place, on a un réalisateur de série télé. Exactement. Et ça se ressent. Bah oublie pas John Carnahan quand même. Joe Carnahan l'a remplacé, donc, avant de lui aussi partir pour les mêmes raisons. Mais après 15 mois sur le projet, quand même. Il a beaucoup travaillé sur le projet. Et ensuite, Tom Cruise a appelé donc J.J. Abrams, John Abrams, qui devait écrire La Guerre des Mondes à l'origine, mais il était occupé avec Alias. Donc il était sur le radar de Tom Cruise à cette époque-là, et en plus Tom Cruise était un gros fan d'Alias, ce qui est pas étonnant. C'est très Tom Cruisien comme série télé. Tu aimes bien Alias? Ouais, j'aime bien Alias. Oui, bah après j'aime globalement tout ce qu'a pu faire J.J. Abrams, que ce soit en série télé ou en film. Donc ouais, mais Alias, ouais, il y a surtout à le revoir maintenant. Finalement, ça fait partie de toutes ces séries fin années 90, début années 2000, où on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait une forme d'efficacité calibrée par le format 40 minutes, quoi, qu'on a un peu perdu aujourd'hui, ce qu'on a pu gagner quand c'est des bonnes séries en grandeur, des dialogues ou des personnages et autres, on l'a perdu il faut raconter une histoire en 40 minutes et on n'a pas une seconde de plus. Et que chaque épisode raconte sa propre histoire, pas forcément qui est l'arc principal sur toute la saison, mais que chaque épisode soit son propre petit film. Voilà, comme des petites nouvelles de littérature. On parlait de Buffy avant d'enregistrer, tu vois, Buffy avait le Monster of the Week, presque et pourtant il y avait une grosse trame principale qu'on suivait pendant toute la saison, et moi ça me manque la télé comme ça. C'est ça, on se rend compte aujourd'hui que c'est... Je vois les séries Disney+, par exemple, et je vois qu'ils font des épisodes quelquefois qui durent 30 minutes, alors que c'est censé être un drame, tu vois. Enfin, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, un épisode qui dure 30 minutes Ouais, puis qu'en plus, des fois, ça dure 30 minutes, on a l'impression qu'il s'est rien passé ou que ça a rien raconté, alors qu'avant, il y en avait 40 minutes, on en avait pour notre argent. Il n'y a pas d'acte, c'est juste une continuation. Et surtout, t'avais pas à attendre 1700 ans et 3 pleines lunes pour avoir la saison suivante. C'est vrai. Maintenant, après, il y a eu les grèves et tout, donc c'est pour ça aussi de nos jours que ça. Même maintenant, Netflix a un rythme de production, je le comprends pas très sincèrement. Par exemple, tu vois Bridgerton, qui est quand même une série plus que médiocre. C'est minimum 2 ans de production pour chaque saison. Explique-moi, s'il te plaît. Pour finalement qu'une dizaine d'épisodes en plus, par rapport aux 25 qu'on avait. Oui, en plus, c'est vrai qu'on est passé à un format saisonnier qui est du simple au double, enfin du double au simple. Ouais, je parlais des séries Disney+, par exemple, il y a 6 épisodes. 6 épisodes de 30 minutes. Je dis, c'est quoi ce format? Qu'est-ce que c'est que ce format? C'est un film étiré, en fait. Pas encore? Ah oui, tout à fait. C'est un film étiré, tout simplement. Ouais. Pour revenir à JJ, donc, il a aussi lancé Lost à cette époque-là. Donc, c'était lui qui avait réalisé et écrit le premier épisode, si je me trompe pas. Ouais. Et il est resté producteur exécutif pendant toute la série. Il est resté producteur exécutif pendant toute la série et il est crédité au scénario de quelques épisodes encore par la suite, genre le premier où il y a les flash-forward ou des choses comme ça. J'imagine les épisodes qui reposent beaucoup sur les idées qu'il a pu poser au début de la série, il reste crédité. Il a créé justement cette fameuse mystery box qu'on dit tout le temps à chaque fois qu'on parle de JJ, c'est que JJ, il a toujours une sorte de MacGuffin ou quelque chose de mystérieux et on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, ça nous donne envie de continuer à regarder parce qu'on se demande ce que c'est. Et au final,
On dirait vraiment qu'il est en train d'agiter des clés devant un bébé, en fait. C'est un peu ça qui fait JJ avec nous. Tu vois, ça brille, c'est intéressant, mais toi, tu passes ton temps à le courir après et t'arrives jamais à attraper les clés, quoi, tu vois. Comme Tom Cruise dans Mission Impossible 3. Et là, par exemple, on a la patte de lapin, bien sûr. Dans Qui Lost, ressemble à tout sauf à une patte de lapin. dans Lost, je parlais du monstre de fumée. Ça, bon, au bout d'un moment, c'est expliqué, je crois. L'ours aussi, pendant pas mal de temps, il y a un ours polaire sur l'île et donc tout le monde se pose des questions, on sait pas. Mais il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas données dans Lost, par exemple. Et ça a énervé beaucoup de fans. Moi, j'aime bien justement quand on nous dit pas tout. Je suis un fan des Sopranos, donc j'adore la fin des Sopranos, tu vois. J'aime bien, ou le Twin Peaks qui finit toujours de manière, on sait pas et on veut savoir, mais en même temps on saura jamais si on attend 25 ans. Et t'attends 25 ans et tu sais toujours pas. Et ouais, donc JJ, je trouve, qui fonctionne bien avec la télé. C'est un mec de la télé, ça se ressent que c'est un gars de la télé. Et c'est marrant, il y avait cette génération, donc il y a eu JJ qui est passé sur les Star Trek, etc. Il y a eu Joss Whedon qui a lancé Avengers à peu près à la même époque. C'était un peu la mode à ce moment-là. Lindelof écrivait aussi pas mal de scénarios. Bah oui, que ce soit pour Abrams ou aussi, il a écrit la cabane dans les bois, il a fait pas mal de scénarios. Et après, il est revenu à la télé. Mais oui, il y a eu une période, effectivement, fin année 2000, début année 2010, où c'était la mine d'or, quoi. Voilà, les scénaristes, réalisateurs de séries télé, Hollywood se jetait dessus. C'est quand même assez intelligent d'avoir recours à ce genre de personnalité-ci, dans la mesure où, en général, ce sont des gens qui n'ont jamais fait de long métrage. Là, par exemple, c'est le cas de J.J. Abrams, c'est son premier long. De fait, ce sont des gens qui sont vierges et malléables de cette expérience. Donc c'est pas pour rien que les grosses machines hollywoodiennes comme Marvel dont on était en train de parler ou d'autres grands pontes comme ça choisissent systématiquement des gens un peu inconnus ou méconnus ou qui viennent d'autres horizons pour faire ce genre d'entreprise-là. C'est parce que c'est des gens qui vont finalement leur dire oui, qui vont pas se poser de questions, qui vont pas leur poser de questions, qui ne vont pas les remettre en cause à un moment ou à un autre et qui vont simplement se soucier d'exécuter le cahier des charges plutôt que, là encore, de le remettre en question. C'est pour ça que souvent à Marvel, par exemple, il y a un ou une réalisatrice qui se retrouve sur les Marvel après avoir fait un film indépendant qui ne coûtait rien et qui a pas très vraiment marché, mais ils l'ont remarqué et ils le mettent sur, j'en sais rien, moi, sur Marvels ou un truc comme ça. Oui, ils ont besoin de techniciens, tout simplement. Ouais, voilà. Et ils ont besoin de techniciens qui n'ont pas encore développé leurs pattes ou leur personnalité ou mais qui tâtonnent encore. JJ et Whedon ont leurs pattes. Quand tu regardes Avengers, tu remarques que c'est des Whedon, quoi. Ça pue le Whedon. Tu regardes ce film, ça, tu ressens que c'est du JJ Abrams. Il n'y a pas assez de lens flare pour que ce soit vraiment JJ Abrams. Je me suis fait la remarque quand j'ai regardé le film. Je me suis dit, tiens, il n'y a même pas de petit lens flare par-ci par-là. Donc, Alias, Lost, Felicity. T'as regardé Felicity? Non. Non, moi non plus. Et avant ça, il avait écrit Armageddon. Il avait repris le scénario d'Armageddon, et il avait écrit 2 films au tout début des années 90, un pour Mel Gibson et un pour Harrison Ford. Ah ouais. Harrison Ford, c'était À propos d'Henry. C'est lui qui a écrit ce film? Oui. Il était pas nul, ce film? Si, mais... Ouais, je crois que je l'ai vu quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais dit que c'était 2 bons films. Non, il était nul, ce film. Ouais, je suis pas fou. Et pour Mel Gibson, c'était Forever Young. Ok, celui-là, j'ai pas vu, par contre. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 films où il y a déjà les idées que Abrams va développer ensuite dans Alias ou autre, c'est ces idées d'un personnage qui repart de zéro, en fait, où il y a la notion de reset déjà, parce que À propos d'Henry, c'est un avocat qui se fait agresser et qui, du coup, perd totalement la mémoire, qui passe de méchant avocat à gentil avocat, c'est vraiment binaire. Et Forever Young, c'est c'est un pilote c'est un peu comme Always de Spielberg, en fait, ça commence par un pilote qui a un accident d'avion, sauf que là, au lieu de mourir, il est cryogénisé, gardé par une expérience scientifique, et il en est ressorti 50 ans plus tard, et donc il retrouve la femme de sa vie. C'est Captain America. Il y a un peu de Captain America aussi, voilà, ouais. Et comme il n'a pas réussi à percer au cinéma, parce qu'il s'est retrouvé en gros à faire un script doctor pour Armageddon et autres, il s'est tourné vers la télé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de JJ? C'est un cinéaste récent. Donc, qui a arrêté sa carrière aussi, il faut le dire. Hein. Voilà. Du coup, j'ai eu l'occasion d'être... JJ, on le verra plus. Hein. On le reverra plus jamais. Je pense qu'il fera plus de longs métrages. Il va produire. Continue à produire, des séries. Mais... Oui, il va continuer à être effectivement dans ces... J'estime que c'est un technicien qui est très correct, que c'est un bon commercial, que c'est un excellent exécuteur, mais que c'est un mauvais artiste. Voilà, je suis désolée, je dois être en train de te briser le cœur, Erwan. Je trouve qu'il fonctionne bien à Hollywood parce qu'il est fiable et qu'il n'a, selon moi, pas nécessairement
oui, il a une patte, mais c'est pas non plus, c'est pas comme Lynch dont on parlait tout à l'heure, où dès que tu vois ne serait-ce qu'un plan, tu sais qu'il l'a fait. Ou comme Quaron dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc, il a quand même inventé le Legacy Sequel aussi. Enfin, si le Legacy, c'est grâce à Star Trek, le premier Star Trek, qui a relancé le truc en changeant complètement un petit peu ce qu'on attend de Star Trek, lui mettre de l'action et c'est Star Trek sous cocaïne en fait ce film. Oui, le premier, oui. un petit peu. Quand tu regardes la série télé Star Trek et que tu regardes le film, c'est vraiment il y a une grosse différence. Et donc c'est lui qui a lancé cette chose qui aujourd'hui nous empoisonne, quoi. Le Legacy Sequel, je veux dire, regardez les derniers films Ghostbusters par exemple, c'est triste à voir. Enfin, désolé, je me répète, je l'ai déjà dit plein de fois, mais on l'a tous dit plein de fois, je pense que c'est le cœur de notre métier, tu sais. Voilà, on peut pointer du doigt J.J. Abrams vis-à-vis de ça en fait quand même. Oui, mais en même temps, c'est ce que je disais quand j'avançais le fait que ce soit un bon commercial, c'est qu'il a des idées qui sont amenées à fonctionner dans le temps et surtout qui sont amenées à avoir beaucoup d'attrait pour l'industrie hollywoodienne. C'est des choses sur lesquelles tu vas être en mesure de capitaliser pendant très longtemps, infiniment, si tant est que tu n'épuises pas toutes tes franchises et tes licences, tu vas effectivement pouvoir jouer dessus ad vitam aeternam. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Et je pense que d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a aussi bien fonctionné aussi rapidement à Hollywood une fois que Tom Cruise a fait appel à lui. C'est qu'il a tout de suite recyclé des choses, qu'on lui a confié des projets très gros, trop gros pour lui, et que voilà, il en a fait ce qu'il en a fait. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai une certaine affection, par exemple, pour le premier Star Trek, alors que je suis très fan de la série. Pourtant, je trouve qu'il marche plutôt bien. C'est un bon film, le premier Star Trek. Je dirais pas le contraire. Et j'ai même, il y a même certaines. Le deuxième, par contre. Il y a quelques qualités dans Into Darkness. On va pas. Je vais pas le mettre sous le bus. Bon, par contre, le troisième, on n'en parle pas. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pourtant, c'est mon préféré des trois. Le troisième. Ouais, c'est mon préféré. Et tu chies sur mes goûts? Non. Effectivement, c'est vrai qu'il a été finalement la bonne personne au bon moment pour cette histoire de partir sur les reboots des franchises, sur le fait de savoir de trouver le moyen de les réinventer pour un nouveau public, pour un nouveau marché, et effectivement, c'est peut-être lui qu'il faut blâmer pour tout ça, effectivement, parce qu'il a su trouver l'étincelle, il a su montrer comment fallait faire finalement. Il a montré le mode d'emploi un peu, d'une certaine manière, si vous faites comme ça, regardez, ça marche. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il a réussi à faire avec Mission Impossible. Finalement, il a relancé une franchise qui était un peu moribonde après le 2. Donc il a su réagir. Voilà, il a fait la même chose avec Star Trek. Il s'est basé sur la série télé, Star Trek, la série télé aussi. Donc effectivement, il a peut-être donné un mode d'emploi qui ensuite est devenu quelque chose une créature qu'il a débordé. Mais c'est un peu Frankenstein. Tout ce qu'il a fait est basé sur quelque chose en fait. Oui. C'est quelque chose qu'il n'a pas inventé. Non. La seule chose qu'il a inventé, c'est Super 8. Même pas. Au final, c'est du Spielberg. C'est E.T. Super 8. Voilà, c'est E.T. Donc même quand il fait quelque chose d'original, ça n'a rien d'original. Donc lui, c'est ça son problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est le vrai JJ parce qu'il a jamais fait, j'ai pas envie de dire de vrais films, mais de films en dehors de ce podcast. C'est pour ça que je disais qu'il avait pas de. Pour ce podcast, il fait des films pour la saga. Voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Mais je pense qu'il cherche pas à faire autre chose que c'est ça. C'est un peu comme, sans dire que les deux se valent ou rien du tout. C'est un peu comme Tarantino qui ne fait des films que sur sa culture cinématographique, qui ne fait pas s'il y aurait pas sa culture, il ne sait faire des films que à partir de ça. Abrams, c'est pareil, il sait faire que des films ou des séries que à partir des matériaux audiovisuels qui l'intéressent, quoi. Ou qu'on lui met dans les pattes, parce que je suis même pas sûr que ce soit par intérêt nécessairement. Sur certains, oui, bien sûr, ouais, mais après. Lesquels? Sur les genres, il est quand même intéressé par. Il a le doigt sur le bouton, les enfants. Quel film, Axel? Dis-moi quel film. Ça commence par. Ça finit par. Star Trek, ouais. Presque. JJ a proposé à Martin Landau de reprendre le rôle qu'il avait dans la série originale. Mais celui-ci a refusé car il détestait ce que la franchise était devenue. J'imagine, il a dû voir le 2. Dans le premier, Jim Phelps, c'est un traître et il meurt. Et dans le 2, il voit les colombes et les ralentis et les courses en moto. Et tout, voilà. Il doit avoir quel âge, là? Lando, il doit avoir 70 ans. Et il doit se dire, pourquoi je vais faire ça, quoi. Et au scénario, on a JJ avec son duo habituel, Alex Kurtzman et Robert Orci, qui ont signé ou co-signé Watchmen, La Légende de Zorro, Transformers, Cowboys et Aliens, les 2 Star Trek de JJ, et bien sûr,
le meilleur Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Ah, c'était eux. C'était eux. Ils ont un CV, c'est un champ de mine. Oh, il y a Pierre. Non, parce que ils enchaînent genre 3-4 projets vraiment horribles. D'un seul coup, il y a JJ qui arrive et qui dit « Eh, viens, on va faire un bon film. » Et ensuite, ils repartent dans les... Quand même, je veux dire, Cowboy et Alien, qui se souvient de ce film, par exemple, Moi. Ah, c'est un peu comme la vidéo Tom Cruise chez Oprah. Je m'en souviens, j'aimerais pas, mais je m'en souviens. Je me rappelle plus de la vidéo. J'ai une affection un peu malsaine pour ce film. Ah ouais? Je le reconnais. Ouais, je me demande pas d'élaborer parce que j'en serais incapable. Juste avant la sortie du film, South Park a sorti un de ses meilleurs épisodes qui s'appelle Trapped in the Closet, dans lequel le personnage de Stan apprend qu'il est la réincarnation de L. Ron Hubbard, le créateur de la scientologie. Et Tom Cruise le vit très mal et décide de s'enfermer dans le placard de Stan, refusant d'en sortir. C'est bien sûr une référence au fait que Tom Cruise serait gay et que la scientologie aurait ce dossier contre lui, et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais quitter la scientologie. C'est un peu la même chose avec Travolta, à vrai dire. Donc cet épisode raconte aussi les croyances de la scientologie en détail. Donc si vous vous demandez pourquoi dans les 2 premiers épisodes j'ai dit gloire à Xenu plusieurs fois, c'est parce qu'ils croient en un alien qui s'appelle Xenu et qui aurait volé nos âmes il y a des millénaires, et ensuite ils les auraient mis dans des machines géantes pour les nettoyer, et ensuite elles se sont évadées pour rentrer dans les hommes de Cro-Magnon, et c'est comme ça qu'on a la dépression. Voilà, c'est pour ça qu'on souffre de dépression, parce qu'on a des âmes d'aliens en nous. Et ça, c'est un truc que les scientologues n'apprennent que lorsqu'ils sont au 4e ou 5e stade. Je crois que c'est le 5e stade le maximum. Et c'est que quand ils sont au 4e stade qu'on leur dit « On va parler de Xenu maintenant. » Et j'imagine, ça passe ou ça casse. Hein. Franchement, t'imagines, t'es dans une église depuis 15 ans et d'un seul coup, viens, on va s'asseoir. Je vais te raconter ce on croit vraiment. Et on croit en un alien qui a volé nos âmes. Les avocats de la scientologie, bien sûr, étaient sur le coup, parce que Tom a menacé d'arrêter de faire la promo de Mission Impossible 3 si l'épisode n'était pas retiré et n'était plus jamais diffusé. Je crois même qu'il a refusé de l'entamer. Ah, c'est possible, ouais. Il me semble que c'est antérieur, mais je ne suis pas sûre. Toutes les personnes dans le générique de l'épisode ont utilisé des faux noms. John Smith et Jane Smith. Tous, comme ça, ils peuvent pas. Comme ça, la scientologie n'a jamais pu les poursuivre. Mais par contre, ils ont réussi à porter plainte contre la chaîne ou les producteurs, enfin, ce qui est au-dessus de la chaîne encore. Et l'épisode n'a plus jamais été diffusé. Il a été diffusé qu'une seule fois aux États-Unis. Et donc, c'est un épisode qui est très, très rare, mais que je vous conseille parce que franchement, même si vous aimez pas South Park, c'est un super épisode pour un peu mieux comprendre ce que c'est la scientologie, un peu mieux comprendre Tom Cruise. En parlant de promotion, t'as pas parlé des petits dispositifs électroniques dans les distributeurs du LA Times? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Qu'ils avaient mis donc des sortes de... C'était quoi exactement? Des magnétos, des trucs comme ça? Ouais, en gros, dans à peu près 4500 distributeurs des journaux du Los Angeles Times, la Paramount a fait installer des petits dispositifs électroniques qui, dès que tu ouvrais la porte pour récupérer ton journal, diffusaient la musique, enfin le thème principal, de Mission Impossible. Sauf qu'une fois sur 2, en fait, ces dispositifs étant mal fixés, ils s'effondraient dans la machine, dans le distributeur, et ça a donné lieu à des mouvements de panique, mais sans précédent. Enfin, à côté des hôpitaux, des écoles, etc. Bah oui, en plus on était en pleine paranoïa post-2001. Ouais, et ce message s'autodétruira dans 5 secondes, c'est peut-être pas le meilleur truc que t'as envie d'entendre. Voilà. La fumée. Et de fait, il y a eu beaucoup d'interventions des démineurs pendant la promotion de ce film, parce que Paramount essayait désespérément de faire le buzz pendant que Tom Cruise était en roue libre, et de fait n'a rien trouvé d'autre à faire que des pseudo-attentats à la bombe. Des alertes à la bombe, Voilà. dans tout Los Angeles. C'est ça. Mais ça a fait paniquer beaucoup de gens, dont, je crois, une maison de retraite, un hôpital d'anciens vétérans, des choses comme ça. Faut pas y mettre ma main à couper, hein, mais il me semble que ce sont des... Je suis sûr que c'était une idée de Tom, en plus. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sur la présence du ministre. Pour revenir à South Park, il y a l'un des doubleurs les plus importants de South Park qui faisait la voix de chef, Isaac Hayes, qui était un chanteur connu aussi, a décidé de quitter la série parce qu'il était scientologue. Donc, dans un des épisodes d'après, il s'est fait bouffer par des ours. Voilà. Et donc, il y a aussi eu un gros appel au boycott pour Mission Impossible 3 après tout ça, en fait, quoi. C'était tellement de choses qui se sont accumulées que c'est même possible que le film aurait mieux fonctionné au box-office s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, hein, je pense. Il y a un technicien des effets spéciaux qui a porté plainte aussi, car il y a eu une explosion qui a mal tourné. Il s'est retrouvé brûlé sur 60% de son corps. Et ensuite, Paramount a décidé de couper ses liens avec Tom Cruise, mais ça, on en parlera plus
dans le 4e film. Effectivement, mais ce qu'on peut quand même mentionner là tout de suite, c'est que Paramount et Cruise ont collaboré ensemble pendant 14 ans. C'est plus long que n'importe lequel des 3 mariages de Tom Cruise. En même temps, quand tu kidnappes ta future femme, c'est déjà bizarre, quoi. Tu sais, j'aimerais bien pouvoir collaborer avec lui un de ces cas, donc si on pouvait éviter de me couper l'herbe sous le pied. Michael Giacchino s'occupe de la musique, il s'était occupé de la musique de Lost. Oui, il a fait beaucoup de projets avec Abrams. Ouais. Et beaucoup de musique de la série télé. Et sont réutilisés des thèmes de Lalo Schifrin qui sont vraiment beaucoup plus présents que dans les 2 premiers films. C'est-à-dire que la BO, on dirait franchement une version remasterisée de la BO de l'époque, en fait. Sans le côté années 60s, parce que écoutez la BO de l'époque, c'est genre... Non, quelquefois, ça part en genre les yéyés, quoi. Ça part en mode yéyé d'un seul coup et tu sais pas pourquoi. Elle est sans intérêt particulier. Ouais, par contre, quitte à évoquer le travail de ce compositeur, tu peux quand même dire qu'il a gagné un Oscar, un Emmy et un BAFTA, ce me semble, pour là-haut. Je crois que j'ai déjà parlé de lui dans la saga, non? C'est jamais arrivé qu'il a fait quoi niveau grosse saga? Il a fait Spider-Man, non? Je sais qu'il a fait les Star Trek d'Abrams, il a fait certains Pixar, là-haut, vice-versa, des choses comme ça. Après, je sais qu'il n'a pas fait les films d'Abrams dont il ne faut pas dire le nom. C'est bien lui qui fait tous les Spider-Man. Tu disais quoi sinon, excuse-moi? Il n'a pas fait les films d'Abrams dont il ne faut pas dire le nom, puisque Abrams est revenu vers John Williams. Oui, oula. Non, mais tu te prends pour un... John Williams, ça marche pas non plus. John Williams, t'as dit la saga, donc on parlait pas d'Indiana Jones en l'occurrence, ou Jurassic Park. Peut-être. C'est vrai. Ou Les Dents de la Mer. Ou l'un des 327 films de John Williams. Mais toutes les sagas qu'il a fait, en fait. La dernière fois, je comptais le nombre de sagas. Tu sais, les 3/4 d'Hollywood. Oui, Harry Potter. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'on a pu parler de John Williams? Oh mon Dieu, 8 épisodes. Donc un budget entre 150 et 186 millions, c'est une bonne fourchette. Hein. Il y a eu un gros billet marketing. C'est le film le plus cher réalisé par un réalisateur qui fait son premier film. C'était le plus gros budget qu'un premier réalisateur avait. Donc, que ce soit JJ, c'est pas si choquant que ça, parce que Hollywood le courtisait. Hein, ouais, et puis voilà, il avait déjà fait il y avait déjà eu des gros budgets sur Lost, et puis là c'est finalement... C'est pas vraiment un premier film, c'est tellement une grosse, c'est tellement une grosse production qu'il y a pas de, la notion de premier film est un peu abstraite là-dessus, quoi. Ouais. Puis c'est surtout 150 millions pour Mission Impossible, plus que pour J.J. Abrams. Donc ça, à mon avis, 180. C'est pour les procès et le marketing. Ça fait ça. Et au box-office 448,5. C'est quasi 3 fois le budget investi. C'est un peu plus de 200 millions de moins que Ami 2 quand même. Et 12 millions de moins que le premier opus qui, lui, n'avait quand même coûté que 75 millions de dollars. Je pense que toute la promo, l'image de Tom Cruise, tout ça, ça a dû beaucoup jouer, mais aussi le fait que le 2 était particulièrement difficile. Voilà. Je pense que le 3 paye les pots cassés à la fois de Tom Cruise et du 2, et du fait qu'il a fallu attendre que le film, finalement, on en parlait depuis 3-4 ans avant, donc à un moment, les gens l'attendent plus, en fait, ce film. Oui, parce qu'à la base, on disait 2002 et tout, Paramount visait une sortie pour l'été 2004. Donc là, quand même, on parle de 2 ans de retard. Mission Impossible, on sait que c'est une saga qui accuse régulièrement des casseroles techniques diverses et variées pendant les tournages. Donc bon, au bout d'un moment... ça va bien 5 minutes, quoi. De toute façon, il va mourir en faisant une cascade. Hein. Je veux dire, Mais non. On est tous d'accord. On a vendu l'âme de Tom Cruise en échange de ces cascades. À la naissance, je sais pas, il y a eu un truc. Kalima. Et puis... Mais je pense qu'il a dû faire un pacte avec le diable, Tom Cruise. Bah, avec la scientologie. Ouais. Mais littéralement, quoi, en fait. C'est rare, les acteurs qui font un pacte littéral avec le diable pour réussir leur carrière, quoi. Bon, là, effectivement, on parle de Mission Impossible, mais si tu regardes tout le parcours personnel et cinématographique de Tom Cruise, il y a quelque chose qui est effectivement très très fascinant, et il n'est pas arrivé là dans un claquement de doigts. Il a énormément travaillé, c'est quelqu'un qui est un bourreau de travail, on a déjà eu l'occasion d'y toucher très brièvement dans les 2 premiers opus, et c'est quelqu'un qui a une discipline infléchissable. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que ses collaborateurs, que ce soit des acteurs ou des cinéastes, relèvent le plus chez lui. C'est pas tant sa sympathie ou sa générosité, sur laquelle on a déjà eu l'occasion de toucher aussi, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui... il se lève le matin, il est prêt à venir bosser, et en fait, tant qu'il ne tombe pas, il est à 100%. C'est pour ça qu'on dit qu'on le met sur une étagère le soir, c'est pas possible autrement, il a pas de vie, ce garçon. Je n'imagine pas chez lui à quoi ressemble son salon. Il se branche le soir. J'ai pas du tout commencé à entendre ça. En termes de réception, je t'emboîte le pas.
71% sur Rotten Tomatoes, 66 sur 100 sur Metacritic. Et sur Allociné, par contre, la presse lui attribue une moyenne de 3,3 sur 5. On a les cahiers du cinéma quand même qui parlent d'une nouvelle ère du cinéma d'action, une ère pure. Alors pure, je sais pas, épurée peut-être. Ou Télé 7 jours qui, lui, évoque... J'adore. C'est le grand écart. On quoi. passe les cahiers à Télé 7 En fait, les cahiers avaient mis une très très bonne note. Je sais pas s'ils avaient pas mis 5 sur 5 ou 4 sur 5. Et Télé 7 jours avait été un peu plus modéré, pondéré. Donc je me suis dit, je vais essayer de prendre 2 poids 2 mesures. Littéralement. Télé 7 jours a donc dit, et même si l'intrigue volontairement too much succombe à des rebondissements attendus, la caméra et le montage sous adrénaline emportent le spectateur dans un grand manège qu'il aurait tort de bouder. Je suis très en accord avec cette C'est exactement la même chose que tous les films de JJ, en fait, quand tu réfléchis. Oui, mais là, c'était le premier, donc ça compte pas. C'est creux, mais c'est fun. Je dirais pas que c'est creux. Mais c'est fun. C'est fun, voilà. On repasse au film Yes. / teaser où Philip Seymour Hoffman menace de tuer la femme d'Ethan Cunt, sauf s'il lui donne la patte de lapin. Bon, en fait, on l'appelle Ethan Cunt. D'accord. JJ s'est capturé l'attention du spectateur tout de suite. On a une grosse scène d'acting pour Tom. C'est peut-être une des plus... De toute sa carrière, c'est une des plus grosses scènes d'acting de Tom, hein, et dès le début du film. Parce qu'ensuite, elle est coupée dans la scène, dans la fin. Donc, c'est vraiment le moment où on peut le voir comme ça. Et donc, c'est original parce que la plupart du temps, Mission Impossible commence avec une prémission ou un truc comme ça, ou alors on voit Tom en vacances ou quelque chose dans le genre. Là, ça commence avec la fin, ce qui est la mystery box de J.J. Abrams, parce que on a quand même un personnage donc de méchant qui passe son temps à demander où est la patte de lapin, où est la patte de lapin, où est la patte. Donc, ça rentre dans ta tête. Et donc, pendant tout le film, tu te demandes c'est quoi la patte de lapin. Tu vois, c'est vraiment... Il est très, très fort pour ça, pour te planter des petites graines, mais elles poussent pas. C'est vraiment... Il te plante des graines, mais au final, t'as pas de fruits à récolter. Bah, c'est le MacGuffin de Hitchcock, c'est Ouais. ni plus ni moins. Ouais. Il a rien inventé. Hein, Et oui, je pense que tu as eu des attentes avec ce MacGuffin bien spécifique qui n'ont pas lieu d'être. Si tu Non, ne je suis prêtes je suis pas le seul à avoir fait la remarque. C'est vraiment un truc, dès qu'on parle de ce film, c'est un truc qui revient, c'est pas juste moi. Ah, je trouve que c'est une critique qui est, alors pas nécessairement injuste, mais trop sévère. C'est-à-dire que l'intérêt du film, c'est pas justement dans son MacGuffin, c'est plutôt dans la caractérisation du personnage. Abrams, il a été très clair sur le fait que son grand fantasme avec Mission Impossible, c'était de faire d'Ethan Cunt un personnage... Maintenant, je le dis, super. C'était de faire un personnage qui soit psychologiquement torturé, quelqu'un de tourmenté, etc. Quelqu'un qui prenait vraiment le contre-pied de ce qu'on avait vu chez John Woo, et même chez De Palma, même si on avait un peu quelques prémices. Et il est allé à fond là-dedans, et c'est plutôt ça le parti pris du film. C'est pas tant... c'est pas tant le nerf de la guerre, c'est pas Non, mais tant je dis pas que fond du récit qui compte. Je dis pas que c'est le cas. Je dis juste que JJ aime bien nous agiter la carotte devant pour nous faire avancer, quoi. Ah bah, avec les devant le bébé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça, en fait, quoi. Il nous met ses mots en tête, en fait. En plus du fait que Ethan Hunt est marié, il y a un méchant qui est meilleur que lui, qui menace sa femme, qui va sûrement la tuer. Et en plus, il parle d'un truc qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc forcément, là, en l'occurrence, JJ est très très fort pour ça, pour intriguer le spectateur et l'accrocher, en fait. C'est ça. Sans compter que tu parles de sa femme, mais c'est à ce moment-là du récit. Et toi, en tant que spectateur... Il dit ta femme, il dit sa femme. Oui, mais tu ne sais pas d'où elle sort. Parce qu'aux dernières nouvelles, pour toi, en tant que spectateur, Tom Cruise, il est en train de rouler des patins à Tandy Newton sur une plage de sable chaud. Il basta. La fin, la Sean Connery, mine de rien. Non, mais c'est vrai, on était sur quelque chose qui était, comme on le disait avec Simon dans l'épisode précédent, qui était très bondien et tout. Et là, tu te retrouves effectivement projeté en plein milieu. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un dispositif in media res, donc ça te projette littéralement au milieu des choses. Avant ensuite de retourner en arrière pour faire un petit déroulé. Et tu te retrouves avec un Philip Seymour Hoffman qui est toujours excellent dans ses rôles, qui est prodigieusement glaçant à ce moment-là. Tom Cruise qui est pieds et poings liés, pardon. Tu te demandes, mon Dieu, mais il est indestructible jusqu'à présent, qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état-là? En plus, il est vraiment tout sale, il a du sang, il a de la sueur, il est en train de pleurer ses morts. Tu te dis, mais que se passe-t-il? Et tu vois qu'il est en train d'échouer. Et il est en train d'échouer jusqu'au bout. Parce qu'il sait pas trouver la patte de lapin. C'est ça. Et après, bon, alors, ça, c'est un des raccourcis qu'a pris le film. Effectivement, il le lui a donné, donc pourquoi en est-on arrivé là? Mais on y reviendra plus tard. C'est marrant parce que les premières minutes de Mission Impossible 3, il refait techniquement la même chose qu'Alias, en fait. Il reprend, c'est typiquement le genre de début d'épisode qu'on va avoir une dizaine de fois dans Alias, où on nous balance au milieu d'une histoire qui n'a rien à voir avec l'épisode de la semaine d'avant, et puis on va comprendre qu'en fait, ça va se passer dans 20 minutes, et puis il va y avoir 15 rebondissements dans l'intervalle.
Il y a des personnages qui sont paumés au milieu, qui croient avoir fait quelque chose qu'il fallait et qui en fait sont perdus. Enfin, donc, il nous balance, il nous bombarde d'informations pour, ben voilà, comme tu disais, pour nous accrocher en fait, pour nous agripper à notre fauteuil de télévision. Bon là, c'est un fauteuil de cinéma et ça marche extrêmement bien. En plus, il y a des dialogues où on comprend qu'on va le comprendre plus tard. À un moment, Philippe Seymour Hoffman dit à Tom Cruise, comme tu m'as aidé dans l'avion, quel avion? Le film vient de commencer depuis 30 secondes, j'ai pas raté un avion, rien. Et en fait, ça va arriver une demi-heure plus tard, etc. Donc c'est très méticuleusement construit pour juste l'amusement ludique, le plaisir ludique du pur divertissement, du pur grand 8 de manège. Grand 8. On est juste là pour s'amuser, quoi. Ouh. On est là pour s'amuser et vous avez même pas idée à quel point je me retiens là depuis tout à l'heure. Allez, vas-y. Non, je peux pas en parler, j'ai pas le droit. J'ai mis cette règle où j'ai pas le droit d'en parler. Tu peux essayer de faire des métaphores, tourner autour du pot. Non, je vais pas le faire. Voilà. Oh. Je suis désolé. Sinon je me lance en fait. On va parler d'une demi-heure. En fait, c'est ça le problème, c'est que si on se lance sur le film en particulier dont je voudrais parler, je pense que vous pouvez quitter la pièce en fait et je continue l'épisode tout seul. On a le droit au pire générique de la saga puisqu'il est juste composé du nom des acteurs. Hein. C'est vraiment, il dure 2 secondes alors que d'habitude il y a un petit générique quand même un peu sympa. Justement, c'est étonnant pour le film qui fait le plus série télé. Il n'y a pas le générique de série télé qui devrait y avoir comme dans la série quoi. Ouais, mais pareil, c'est de l'efficacité. On va vivre. Il dure 2 secondes. Il dure vraiment 2 secondes le générique. On va à l'essentiel quoi. Ouais. Donc, depuis Mission Impossible 3, Ethan est fiancé à Julia, qui est incarnée par Michelle Monaghan. Que je confonds perpétuellement avec Katie Holmes, d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi. Elles ont un peu le même faciès. Moi, j'étais tombé amoureux d'elle dans Kiss Kiss Bang Bang. Je la trouvais vraiment super jolie. Bang Bang. J'aime beaucoup ce film, d'ailleurs. Ah, il est super, ce film. Qu'est-ce que vous pensez du choix donc, de Tom Cruise de se marier avec une jolie infirmière qui sourit tout le temps et qui a 10 lignes de dialogue dans le film. Tom Cruise qui porte un t-shirt pour ses fiançailles quand même. C'est le pur Tom Cruise. Donc ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix d'en faire un homme pas marié plus tard, mais en tout cas voilà, d'en faire un homme rangé qui a pris sa retraite, qui est comme Rambo quand il part dans le monastère là. Encore une fois, c'est du copier-coller d'Alias, du personnage principal d'Alias, qui est pris en tenaille entre sa vie d'agent CIA et sa vie de famille avec ses amis, avec ses proches, et qui essaye de concilier. Ou Felicity aussi, ça marche aussi pour Felicity. Donc là, c'est vraiment Abrams qui arrive avec ses recettes prêtes à l'emploi, et qui, en gros, on lui offre la possibilité de faire Alias avec 150 millions de dollars et Tom Cruise, et je pense qu'il... Ouais. Et pour cette fois, de vraiment tourner à Rome, à Berlin et à Shanghai, quand il y a écrit Rome, Berlin, Shanghai à l'écran, au lieu de, quand c'était Alias, d'aller tourner à 10 bornes de Los Angeles, en mettant les arbres qu'il faut. De dire que c'est Prague. Voilà. Et donc, on est encore une fois, voilà, il arrive avec la recette d'Alias de dire, il y a ce personnage, parce que c'est finalement le personnage de Michelle Monaghan, c'est aussi un MacGuffin, quoi. C'est l'enjeu humain que Philip Seymour Hoffman va d'ailleurs. Toute la scène dans l'avion, justement, est construite autour de ça. C'est que Philip Seymour Hoffman attend juste l'opportunité d'obtenir le prénom de Ethan Hunt pour ensuite pouvoir aller choper sa fiancée, qui est sa femme à ce moment-là. Bah en fait, il y a un peu ce côté, parce qu'il y a quand même 2 femmes à sauver dans le film. Il y a aussi Kerry Russell. Je sais pas si vous connaissez l'expression woman in a fridge, qui vient des comics en l'occurrence, et que en gros, la mort d'une femme n'est là que pour faire avancer l'arc du personnage masculin. Et j'ai ressenti ça, j'ai beaucoup ressenti ça en regardant ce film quand même. On va pas se mentir, les Missions Impossibles, les James Bond et compagnie, c'est pas des... mais James Bond, c'est pas des sagas qui brillent par leur féminisme. Voilà. Hollywood en règle générale. Par la suite, Mission Impossible se rattrape un peu avec des bons personnages féminins. Oui, mais ils passent pas le test de Bechdel quand même. Ouais. Vois-tu ouais, c'est vrai. En fait, tu ça passes reste du un tout... truc de mec. Il y a Rebecca Ferguson, mais après, elle est sacrifiée totalement. Ouais, il y a elle, il y a Ellie Atwell, mais là encore, c'est des fantasmes... C'est des personnages de femmes qui auraient pu être des personnages masculins, sans qu'il n'y ait le moindre impact, sur le scénario fini. Le personnage d'Ellie Atwell, il aurait pu jouer un personnage qui s'appelle Bruce, ça aurait rien changé à sa caractérisation. C'est pas plus mal de temps en temps d'écrire les femmes sans mettre en avant le fait que c'est des femmes. J'entends, c'était pas tellement le point que j'essayais de faire, c'était surtout que
quand un personnage féminin intervient dans ces films-ci, c'est toujours pour servir l'intérêt du héros, du protagoniste masculin, que ce soit en bien, en mal, que ce soit en jouant la demoiselle en détresse ou la femme à préserver d'une vie de secret ou quelqu'un qui effectivement va finir par rejoindre son équipe parce qu'elle est trop badass en talons et en robe à un opéra. Et c'est un peu chiffonnant, tu vois, au bout d'un moment. C'est un peu les mêmes principes pour moi que les Rape and Revenge. Je t'assure que tu peux avoir un personnage féminin avec une caractérisation et un arc narratif sans qu'il lui arrive soit quelque chose de très mauvais en début de film, soit qu'il serve uniquement un protagoniste. Ouais, c'est purement utilitaire en fait. Voilà. Et sans avoir de trait de caractère qui va exister. Par exemple, là, même dans le 3, tu vas voir Simon Pegg, il a son humour. Laurence Fishburne, il a le fait que c'est le chef bougon mais sympa. Enfin, Le honnête, Perry White, carré, quoi. Perry White. Et alors que Et la effectivement, femme, c'est juste la femme. voilà, il y a juste la petite blague à un moment parce qu'elle détruit une voiture, mais c'est une blague, quoi. Il y a pas de. Non, mais on dirait, tu sais, dans les films un peu comme Taken où sa fille se fait kidnapper, au final, le personnage de la fille n'existe pas. C'est juste une raison pour aller se battre et taper des gens. Donc, j'ai envie de dire que c'est la même chose avec le chien de John Wick. Et voilà Sofiane qui vient donc de prouver tout ce que je viens de dire en l'espace d'un exemple. Merci. Non, mais par exemple, ça aurait été tellement intéressant, je pense, de s'attarder un petit peu plus sur le personnage de Katie Russell, justement, de développer Kerry Russell. De développer pas nécessairement sa relation à Cruise, mais il y a un flashback, par exemple, où on le voit en train de l'entraîner, et ça aurait pu être un peu sympa d'avoir la sensation qu'elle serait peut-être amenée à prendre la relève, puisque manifestement, lui, il est plus ou moins parti en semi-retraite, hein, pseudo James Bond style. Apparemment, il formait des agents aussi, ça Ouais. c'est un truc qui est nouveau, d'apprendre que Ethan formait des agents. Ça revient jamais après non plus qu'il forme des Non. agents. Bah, en gros, c'était son travail de retraité, quoi. Enfin, il Voilà. est plus sur le terrain, mais il faut Assurer la relève. Ah, ok. Et justement, il y a ce passage un peu marquant où il lui fait une espèce de pseudo-remise de diplôme et il lui dit « De tous les agents que j'ai formés, tu es la seule que je qualifie pour le travail sur le terrain. » Et je pense que ça aurait été beaucoup plus impactant de développer un peu cette relation-là plutôt que de nous balancer une fausse femme dans les pattes, tout ça pour qu'elle revienne dans quoi, MI6 MI5 Et c'est un peu mignon d'ailleurs ce qui se passe à ce moment-là et c'est même probablement beaucoup plus intéressant que ce qui se passe dans Donc ce ils film. sont encore mariés? Non. Ok. Non, elle a refait sa vie avec quelqu'un et Ouais, il tombe dessus par hasard. Elle a quitté la scientologie. La patte de lapin, où est-elle? Je vous l'ai donné. Ethan. Où est la patte de lapin? Pourquoi vous dites ça? C'était pas avec... Maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Et tu vas me dire où est la patte de lapin. Où elle meurt. L'IMF contacte Ethan via Billy Crudup, qui incarne Musgrave. Qui est un super acteur et j'aimerais tellement qu'on le voit dans plus de choses. C'est vrai que j'aime bien cet acteur, il est bien. Ouais. Je ne savais pas que son premier film était Sleepers. Dans les films d'espionnage, les espions se parlent toujours de dos dans une épicerie. C'est un peu l'obligation. Je crois que même dans Breaking Bad, ils font la même chose. J'ai regardé Breaking Bad il y a pas longtemps. Pourquoi? C'est même pas une épicerie, c'est une station-service. C'est une station-service. C'est un 7-Eleven de station-service. Pourquoi il y a toujours ça? On dirait que JJ a fait exprès de le mettre parce que c'est un truc qui est obligatoire dans ce genre de film. Je sais pas, c'est un espace liminal qui, moi, je trouve est assez attirant cinématographiquement parlant et je Ils saurais sont pas de t'expliquer dos et pourquoi. voilà, ils Ça parlent. et les laveries, Non, mais il y a un Tu vois, attrait. le mec à la caisse, il entend tout, il les voit en train de parler, il voit leur bouche bouger, ils se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, quoi. Au final, ça attire plus l'attention que s'ils étaient tous les deux en train de discuter tranquillement. Sur le parking, typiquement, voilà. par exemple. Et on lui donne sa mission à travers un appareil photo jetable. Les lunettes étaient vachement plus cool. Ouais. Si je dois donner un truc à John Woo, c'est celui-là. Ouais, les lunettes étaient plus cool. Ouais, là, ça va dans l'idée du un peu, pas low cost, mais de réduire la voilure, un peu, de faire quelque chose de moins stylisé, de plus réel, quoi. Voilà, ouais, tout est un peu réel, ouais, dans le film, il n'y a rien qui est vraiment, il y a rien qui est fou, quoi. Voilà, il y a rien qui déborde dans Mission Impossible 3, on est dans l'efficacité. Effectivement, ça paraît plus crédible que ce soit un pauvre appareil photo Kodak. Que des lunettes qui explosent. Qui t'ont été en plus balancés par un lance-lunettes, Voilà. d'un hélicoptère, par un mec qui était même pas sûr de te trouver au fin fond de l'Utah. J'adore. J'aime pas le film, hein, mais alors juste ce concept, il est parfait. Une recrue de l'IMF a été arrêtée par un trafiquant de drogue nommé Owen Davian et incarné par Philip Seymour Hoffman, qui est mon acteur préféré de l'histoire. Avec James Gandolfini, j'ai pas de chance. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Robin Williams aussi.
T'en as d'autres? Là, comme ça? Quoique, évite de donner le nom de gens vivants, Bah oui, parce qu'à parce chaque fois qu'on mentionne quelqu'un dans la saga... Jean-Marie Le Pen, Immanquablement. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, il a déjà fait tellement de mal, si tu veux que ce soit maintenant... Bon. Ouais, c'est trop tard maintenant, il se rappelle même plus de rien. Non, Philippe Seymour Hoffman, oui, tu en parleras mieux que moi, mais il est excellent dans ce film. Il est excellent dans ce film, il est excellent dans tout. Oui. C'est un de ces acteurs que tu peux le mettre dans n'importe quel, même un film de merde. Ses scènes à lui sont parfaites. Mhm. Il est parfait dans tout ce que je l'ai vu. Ouais, c'est la définition Je l'ai de vu à l'acteur qui vole le film. Je l'ai vu à l'époque même dans comment ça s'appelait, Scent of a Woman, le film avec Al Pacino qui était aveugle. Putain, il se pointe, il est là pendant 5 minutes, il te vole le film. Dans Hard Eight de Paul Thomas Anderson, son tout premier film, il arrive et il te vole le film. Dans Punch Drunk Love, il te vole le film. Mais vraiment, en fait, on peut faire la liste dans Le talentueux Monsieur Ripley. Vraiment, mais là, il est parfait parce que il a ce côté monotone, complètement détaché, en fait. Il est relax. Et il n'a pas vraiment d'expression, il est très... Totalement froid, ouais. C'est totalement vraiment le froid, méchant vraiment. sans affect, quoi. Mais sa voix... Dans le pragmatisme, en fait, c'est ça qui est le plus glaçant, Voilà. je pense, c'est le pragmatisme de ce personnage. Il va pas en faire plus que ce qu'il n'a besoin de faire, si ce n'est effectivement à la fin du film, quand il commence à faire une petite rouée à Tom Cruise. Et c'est d'ailleurs là que tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui est sans pitié. Tu viens littéralement de condamner un homme à mort, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est super intéressant avec ce personnage-ci, et bon, évidemment, Seymour Hoffman y a apporté sa patte, c'est que c'est vraiment l'antagoniste qui se détache le plus de toute la franchise. On a parlé des 2 premiers, pour le moment, évidemment, mais on parlera des suivants après. Et pourtant, ça reste pour moi l'antagoniste le plus iconique de Mission De Impossible. très loin, parce que le deuxième, c'est l'autre, là... Ambrose. Ouais... Qui remplit son cahier des charges, hein, qui fait un peu son méchant de dessin animé. Ambrose, dans les suites, il y en a un, oui. je me rappelle plus de son nom, même, il le libère de prison, il est dans son... Ah, comment il s'appelle, ce mec? Et l'acteur est pas non plus... Enfin, c'est pas Philippe Seymour Hoffman, hein. J'ai rien contre cet acteur, mais c'est pas non plus au niveau... Le personnage est intéressant. Après, c'est aussi un peu la dernière fois où il y a eu un vrai acteur vraiment talentueux, vraiment reconnu, qui joue un méchant dans les Missions Impossibles. Après, l'idée, c'était un peu de les effacer derrière... D'ailleurs, même de l'effacer littéralement dans le dernier, puisque c'est juste un messager d'une intelligence artificielle. Donc, le méchant n'existe même pas vraiment. Le méchant n'existe pas, c'est vrai. C'est juste un messager. C'est vrai que c'est pas comme Bond, où là, il faut un méchant important. Là, c'est ça, là, Philippe Seymour Hoffman, c'est vraiment le méchant du Bond, quoi, là, qui trafique d'armes, qui veut récupérer un truc pour détruire la Terre. Enfin, c'est exactement... c'est un méchant de Bond, quoi. Il aurait été parfait dans Bond, en plus. Sean Harris, il fait Solomon Lane. Ça y est. Solomon Lane. Et Solomon Lane, c'est un bon c'est une bonne idée, mais qui manque d'une certaine épaisseur pour fonctionner pleinement, à mon sens. Luther est de retour, bien sûr. Et à ses côtés, il y a Zen, incarné par Maggie Q, et Declan, incarné par Jonathan Rhys-Meyer, qu'on ne voit plus. Qu'on ne voit plus. En fait, ce qui s'est passé Il était partout pendant un moment, et maintenant, on ne le voit plus. Il avait fait Match Point. Bon, il a fait Les Tudors, il a fait Dracula, il a fait un tas de choses. Et j'ai pas l'impression qu'on le voit. Et c'était vraiment le beau gosse de cette époque, j'avoue. Hein. Oui, mais moi qui suis pas nécessairement très sensible, il est pas trop mal. Non, mais en fait, il nous a fait une Keanu Reeves. Il lui est arrivé beaucoup de tuiles personnelles juste après en fait le tournage de Mission Impossible 3, et de fait il s'est retiré d'Hollywood, et par la suite impératif financier oblige, j'imagine, et puis amour du cinéma quand même, il a enchaîné beaucoup de séries B, et son dernier film il date de quoi, 2023, 2022, peut-être même 2024 au final, je sais pas, mais c'est des trucs qui n'ont même pas leur page sur Wikipédia. Enfin, c'est des films qui n'ont aucun impact si ce n'est d'être dans la filmographie de Jonathan Rhys-Meyer. Et Maggie Q, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas revenue. Elle n'a pas adressé la question, et son personnage n'est jamais référencé à aucun moment dans les films suivants. Et c'est une grande interrogation, parce que c'est un personnage assez efficace. Allô? C'est Ethan. Ouais, c'est lui. Ici Ready Travel Resort Service. Nous aimerions vous offrir l'occasion de gagner un voyage tout frais payé au Mexique. Ils partent tout de suite en mission pour infiltrer le QG de Davian pour sauver Kerry Russell. D'ailleurs, les 2 actrices principales du film sont nées le même jour. Ah ouais? Michelle Monaghan et Kerry Russell sont nés exactement le même jour. La même année? La même année. Incroyable. Ouais, c'est plutôt rare. Luther tire sur l'immeuble avec des gros canons. Enfin, là, pour le coup, d'habitude, Mission Impossible, faut pas essayer de se faire griller ou quoi que ce soit. Là, c'est on y va. Ouais, et puis ils vont au canon à baseball, quoi. Enfin, c'est juste des balles.
Non, ça c'est à la fin. Ah non, oui, pardon, c'est à la fin. Là, Oui, c'est bon, des vrais canons, ça là. compte. Oui. Ah ouais, c'est des vrais missiles. D'ailleurs, Mitraillettes, ouais. En parlant de Luther, c'est le seul, enfin, ça doit être un des seuls films où on le voit être aussi actif physiquement. Moi, ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai revu. C'est vrai qu'il va pas souvent en mission, lui. Oui, à chaque fois, je sais plus si c'est Autant dans Simon le... Pegg, il y va. Non, mais on en parlait, je sais plus si c'était dans le 1 ou dans le 2, mais on disait c'est vraiment l'homme dans la chaise. Et là, pour le coup, il est beaucoup hors de sa chaise. C'était assez drôle. Quand tu dis l'homme dans la chaise, j'ai l'impression que c'est un mec qui est dans la chaise. Ah non, mais c'est l'expression man in the chair, et je sais pas comment traduire ça L'homme autrement sur que la bête. chaise. Sur la chaise. Ouais, Mais sur c'est la moche. chaise. The chairman. Même pas, non. L'homme chaise. L'homme chaise. Donc c'est un peu nul comme plan, hein. On dégomme l'immeuble et allez, c'est parti, quoi. C'est pas très recherché là pour le coup. Tom et Kerry cassent des tronches. Elle a pris 3 mois à apprendre à se battre pour cette scène. Je trouve que la mise en scène est un peu brouillonne par moments avec la shaky cam. J'ai jamais été un grand fan de la shaky cam en général, et JJ aime beaucoup l'utiliser. C'est vraiment son truc. Et il y a des transitions par moments où ça fait swoosh. Ouais. Et ça, c'est une série télé, ça. Enfin, c'est un montage qui est très fluide. ouais. Enfin, juste étymologiquement parlant, qui est vraiment très fluide. Et qui me froisse un peu en ce qui me concerne. J'aime pas ces transitions-ci. Les transitions, c'est bizarre, hein, parce que même pour 2006, c'est... Ouais, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Alors que pourtant, la scène en elle-même, elle fonctionne plutôt bien. Et bon, la scène suivante davantage quand on aura des courses-poursuites en hélicoptère, mais c'est dommage parce que en termes de... Pas tant de mise en scène, mais de chorégraphie, en termes de découpage, ça fonctionnait plutôt bien. Ça emmenait un petit grief. Et donc, course-poursuite en hélico. Dans des éoliennes. Au milieu des éoliennes. Parce que fuck l'écologie. C'est un peu moche. Là, mais je suis désolé, hein, je vais casser l'ambiance à chaque fois. Je sais que vous aimez beaucoup le film et tout. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de défauts, notamment au début. Et ça m'a un peu refroidi. C'était la première fois que je le voyais depuis la sortie, pour vous dire. Oh. Ouais. Les Missions Impossibles, je les vois une fois et j'ai aucune envie de les revoir. Je les aime bien, je passe des bons moments devant, etc. Mais j'ai aucune envie de les revoir. Tu me fends le cœur. Cela dit, c'est un peu ce que je ressens avec Marvel. J'y avais jamais pensé avant, mais c'est vrai que Mission Impossible, ça fait partie de ces sagas où... Là, c'est de la consommation. Ouais, ça m'intéresse pas trop de me dire, tiens, 2 ans plus tard, je vais me refaire le dernier Mission Impossible. Quoi. Mais est-ce que c'est parce que le film, il t'a pas laissé un impact émotionnel, ou c'est parce que tu t'es dit, j'ai pris ce que j'ai à prendre, comme si t'étais dans un grand 8, parce qu'on va garder cette métaphore, et bon, maintenant que je l'ai fait, j'ai pas nécessairement envie de le refaire. En fait, c'est le plot qui se mélange dans ma tête, et c'est toujours un peu les mêmes choses, et c'est toujours... Enfin, en fait, beaucoup des films se ressemblent, et c'est pour ça que je disais que ceux qui sont les plus frais dans ma mémoire, au final, c'est les 4 premiers, parce qu'ils sont réalisés différemment à chaque fois. Les 4 derniers, par exemple, enfin, il n'est pas encore sorti le 8e, j'ai pas cette envie de me dire, il faut absolument que je le revoie, alors que quand il y a un bon Bond, je veux dire, je pourrais le revoir tous les ans, quoi. C'est quoi ton Bond préféré ? Casino Royale. Et puis ensuite, c'est Bon Baiser de Russie. Ok. C'est bien Bon Baiser de Russie. Ouais, c'est marrant parce que c'est 2 qui ont... j'aime bien les différentes époques. Tu l'as revu récemment, Casino Royale ? La dernière fois, ça devait être pour mon podcast, donc ça fait longtemps. Parce que ça a été longtemps un de mes favoris, et je l'ai revu cette année ou l'année précédente, et il a pas bien vieilli. Hein. Wow. Après, je te dis ça de mon point de vue féminin, qui là encore m'incombe. Mais pour une fois qu'il y a un bon personnage féminin dans un James Bond. Si t'appelles ça un bon personnage féminin, oui, pourquoi pas. C'est mieux que la plupart. La barre est basse. Pour avoir eu un podcast sur James Bond, je peux te dire que c'est peut-être la meilleure, quoi. Ouais. Non, moi j'aime bien M. Hein. C'est un peu la seule qui a un impact sur lui aussi. Bref, on va pardon, continuer, excuse-moi. Mission Impossible. On était dans les éoliennes. Oui, donc Lindsay meurt d'une mini bombe / AVC qui est très très ça j'ai bien aimé justement. Ouais. C'est très violent en fait au final, c'est brusque, donc ça rend le truc vachement plus... Et c'est inévitable parce que tu sais que c'est dans sa tête. Et Tom le vend bien aussi. Ouais. Tom le vend très bien. On va pas se mentir, je pense très sincèrement que c'est le film dans lequel il joue le mieux de toute la saga. Je pense aussi que c'est peut-être son meilleur film en tant qu'acteur. Ouais. Et même en dehors de la saga, sur ses derniers gros projets, donc ce que je disais tout à l'heure, les noms à gros bras, gros sous, grosse machine, c'est peut-être un de ceux où il est le plus vulnérable et le plus humain et le plus organique. T'as pas l'impression que c'est un reptilien dans ce film. C'est un peu ce qu'on disait avec La Guerre des Mondes et Simon la dernière fois. Où il est naturel, quoi.
alors que en vrai, tu sais qu'il est pas comme ça. Ouais. Il joue un humain. Il arrive bien à jouer l'humain. C'est ça. Voilà, Est-ce que tu as reçu ce mime que je t'ai envoyé la dernière fois où c'était plein de comparos entre Cristiano Ronaldo et Tom Cruise, où ils faisaient les mêmes mimiques, les grands sourires, mégawatts et tout. Ouais, sur Instagram. Raté, ouais. Je crois que je te l'ai envoyé, ou alors j'ai pensé à toi. Puis même le petit détail, c'est elle a un œil qui dit merde à l'autre et tout. Enfin, c'est très... Ouais. Et le fait que la mise en scène revienne dessus, sur son visage. Pour, Les films d'action, et plus particulièrement les Missions Impossibles, c'est des films qui intrinsèquement adorent en faire des caisses dans ce genre de moment où quelqu'un s'est pris une balle et ça dure longtemps et le mec il devrait être exsangue depuis 1700 ans mais au final il arrive quand même à parler comme s'il venait de prendre je sais pas moi une exta. Et c'est toujours un peu frustrant d'un point de vue spectatorial parce que tu sais pertinemment que si t'es un peu sur le point de mourir, t'es pas en train de faire toutes tes confessions, peu importe. Et là, t'as quelque chose qui arrive de façon très brusque, sans qu'il y ait une explosion, sans qu'il y ait un bruit, sans qu'il y ait quoi que ce soit, et t'as juste une expression faciale à la fin qui reste. Et c'est assez marquant, je trouve. C'est une des morts les plus réussies de la saga et une des morts les plus sympathiques du cinéma tout court. Sympathique. Je sais pas si c'est le mot. C'est peut-être pas le bon choix de terminologie, mais marquante. dira-t-on. T'as cet effet de contraste en plus avec justement toute la scène. On disait que ça commence avec les 4 canons qui tirent sur l'immeuble, ensuite ça court dans tous les sens, après ils sautent sur un camion, après il y a les poursuites en hélico. Alors même si effectivement on l'aime ou on n'aime pas, mais il y a une espèce de crescendo incroyable où on se retrouve avec des hélicos qui font des loopings au milieu des pales d'éoliennes. Le montage, il est super rythmé. Voilà, et la scène grossit, et puis ça finit juste sur rien, quoi, sur cet homme et cette femme qui sont face à face, et elle qui clame comme ça d'un coup. Et vraiment, on sent que tout s'arrête d'un coup, c'est extrêmement... C'est marquant, ouais. On s'attend pas à ce que ça finisse aussi brusquement et aussi... petitement finalement. Voilà, c'est ça ce que j'essayais. Il n'y a pas de fanfare. À quoi je tournais autour. Et puis il y a même pas de, on ne voit rien, quoi. Il y a pas de sang, il y a pas de, son corps n'est pas impacté. À part il y a juste les yeux. On voit juste les yeux. Ça insiste vraiment sur la fragilité de l'humain et sur combien le plus petit truc mal placé peut littéralement anéantir des années de vie et de développement personnel et physique. Enfin, je trouve ça affreux. Laurence Fishburne incarne le chef de l'IMF. Il est pas content parce que c'est Laurence Fishburne. On apprend qu'Ethan entraînait Lindsay à se battre avec des bâtons. Parce que quand tu veux devenir espion, apparemment, faut apprendre à se battre avec des bâtons, c'est important. Là, ça fait très Alias dans le genre. Ou ça fait très Equilibrium. Voilà, c'est cadeau. On fait la rencontre de Benji, alias Simon Pegg, qui est la bonne idée du film. Entre nous, c'est la meilleure idée que JJ ait eue, parce que c'est le meilleur personnage en dehors d'Ethan. C'est le plus marquant, quoi. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ce rôle avait été initialement attribué à Ricky Gervais. Ça aurait été horrible. Bon, bref, et finalement, en fait, Simon Pegg a débunké l'histoire. En gros, il disait que lui avait auditionné pour le rôle depuis Carnahan, donc le rôle n'avait jamais été pour Gervais, quoi. Ça marche bien parce qu'il apporte une forme de candeur un peu gamine à cet univers très sérieux où tout le monde est très sérieux, tout le monde fait son travail. Tout le monde aime bien Simon Pegg en plus. Et vraiment lui, il est paumé, quoi. Voilà, il est toujours. C'est un mec que tout le monde aime bien. C'est vraiment, il rentre dans cette catégorie-là. Jusque dans le dernier film, là, quand il doit conduire la voiture là pendant la. Au-delà du comic relief, c'est aussi un très bon reality check. Par exemple, il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire, alors que c'est juste une pauvre réplique, où on parle de la patte de lapin, et là, mais ça peut tout et rien dire. C'est quoi? C'est une arme biochimique ou c'est littéralement une patte de lapin, un morceau de lapinou? Et c'est vrai que des fois, dans ces films-là, comme ça te demande beaucoup de suspension d'incrédulité, quand t'as un personnage qui te ramène un peu au réel en disant « Les gars, ça n'a aucun sens, vous pouvez pas faire les choses simples », c'est toujours un peu sympa. C'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne très bien en comic relief au demeurant, mais je trouve que c'est un outil dont on n'use pas assez. Depuis le début, on parle de Tom Cruise qui joue les humains alors qu'il n'est pas humain. Simon Pegg, c'est l'inverse. C'est notre référent humain dans Mission Impossible depuis 15 ans maintenant. Ouais, c'est le mec si lui normal. Est là, nous, on a le droit d'être là aussi. C'est le spectateur, c'est le mec normal, quoi, voilà. C'est celui auquel il est le plus facile de s'identifier parce qu'effectivement, les 3/4 du temps, il est paumé, il comprend pas ce qui se passe, il est dépassé par les événements, il est prompt à la panique. Et n'importe qui dans ce genre de situation serait comme lui, en train de taper hystériquement sur son clavier. Moi, j'adore la scène où Ethan Hunt l'appelle et lui dit il faut que tu me suives, il faut que tu m'aides, il faut machin. Il fait ok, d'accord, je viens de renoncer à ma citoyenneté américaine, merci beaucoup. Et c'est toujours fun. Enfin, moi, en tout cas, c'est un humour qui fonctionne très bien sur moi. Après, c'est un peu facile, mais... Il sortait de Shaun of the Dead, et quand on lui a demandé à cette époque-là s'il allait poursuivre une carrière hollywoodienne, il avait répondu « C'est pas comme si j'allais être dans Mission Impossible 3 ou quelque chose comme ça. » Sérieux ?
Ouais, mais en tout cas, c'est le seul avec Luther qui sera présent dans tous les films suivants. Votre monsieur Davian doit arriver à Rome après-demain pour assister à une cérémonie qui a lieu rien de moins qu'au Vatican. Mais qu'est-ce que Davian va faire au Vatican? Oh, c'est un rapport direct avec la patte de lapin. La patte de lapin. Oui, je présume que c'est le nom de code de quelque chose qu'il doit vendre à un client non spécifié pour la somme de 850 millions de dollars, entre parenthèses. Ou peut-être que c'est pas un nom de code, peut-être que c'est un appendice de lapin vraiment très très cher. Ethan se marie à Miss Kiss Kiss Bang Bang et la scène où il s'engueule en italien et tout le monde se hurle dessus, c'est un peu les débuts de l'humour dans la saga parce que justement il manque. On peut pas se dire que dans les 2 premiers on se soit marré en regardant Mission Impossible, quoi. Tu vois, c'est pas. J'imagine le ressort comique dans le premier, c'est Jean Reno. Tu sais ce que j'en pense? Non, mais c'est vrai, c'est Jean Reno le ressort comique du premier. Dans le 2, il y a pas de ressort comique, on comprend tout. C'est John Woo le ressort comique du 2, je suis désolée. Voilà. Et là, il y a enfin un peu d'humour, justement. JJ apporte ça de sa patte où il a toujours été un peu comme ça. They fly now, they fly now, they fly now. Merde. Excusez-moi. Fallait que ça sorte. Et Tom a une imprimante portable pour bloquer la caméra. Ça, j'aime bien quand ils ont des petits gadgets pour mettre juste une photo devant la caméra. Je préfère ça plutôt que on a hacké les caméras. Bah oui, voilà, ça fait vraiment. Là, il met sa petite photo devant la caméra. Mais toute la scène est super old school. Voilà, ils arrivent en camionnette, ils montent avec. Ils montent le un peu comme Batman dans les années 60, tu vois, qui monte avec sa corde comme ça. Et c'est tellement gros que ça passe en plus parce que à aucun moment tu peux simplement escalader le mur du Vatican. Quand t'as des abdos comme ceux de Tom Cruise, oui, non, mais courir à l'horizon. Attends, il a travaillé le fessier et tout, il a travaillé. Une fois que t'es au-dessus et que tu dois descendre, que tu rends hommage au premier film de De Palma avec cette fameuse suspension par câble. 3e fois en 3 films. Oui, là c'était vraiment un hommage, je pense, de J.J. Abrams. Aussi, hein. Oui, mais dans le 2 c'était un gimmick parce qu'ils se sont dit « Oh, t'as bien aimé cette scène, la revoici ». Là, je pense que c'était une volonté de rendre hommage parce que t'as aussi un hommage à John Woo dans le film. Donc je pense que c'est juste J.J. Abrams qui disait « Bon, avec ce film, on va partir dans une direction qui est complètement différente. Toutefois, j'ai conscience que nous avons des précédents, donc j'en prends connaissance, les voici pour vous, maintenant on passe à autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un appareil photo qui ont des traceurs, tu vois, ça c'est aussi un bon petit gadget, à la con. Moi j'aime bien les gadgets. Ouais, non, mais c'est ce que j'avais dit avec toi au premier. Il y en a pas assez dans les bondes de Craig, par exemple. C'était un truc qui manquait. Ça là, il y a un côté... Tu vois, les meilleures scènes dans les James Bond, enfin parmi les meilleures scènes, c'est Q qui parle avec Bond, surtout avec Connery, où il y a une sorte de dynamisme comme ça et on lui présente les gadgets. Là, dans les Missions Impossibles, on leur présente pas les gadgets. Ils ont les gadgets et c'est à nous de les découvrir. Donc c'est pas encore la même dynamique qu'avec James Bond. Mais c'est des gadgets très pas réalistes, mais qui pourraient exister, alors que dans Bond, quelquefois, c'est une montre qui fait des lasers. Enfin, tu vois, c'est quand même un peu plus. Il y a une voiture invisible. Oui, on peut s'y rattacher. On peut se dire oui, ça pourrait. Je pourrais avoir un appareil photo qui balance des traceurs comme ça. Ce serait pas choquant. Un truc que justement dans les films de Craig, ils font la remarque. Je crois que c'est dans Casino Royale, déjà dans le premier, si je me trompe pas, où Bond est en mission avec une fille, je sais plus qui c'est, et elle touche son oreillette pour parler et lui dit tu touches pas ton oreillette, jamais tu touches ton oreillette. Bah dans ce film, il y a Jonathan Rhys-Meyer qui est au milieu donc du Vatican et qui passe devant plein de gens et il a sa main sur l'oreillette comme ça. C'est un de mes gros pets. Il a son doigt sur l'oreillette pendant toute la scène et je me dis c'est quand même il y aurait jamais eu ça dans le film de De Palma, quoi. Voilà. Dans le film de De Palma, il y aurait jamais eu un mec qui se touche l'oreillette, quoi. D'ailleurs, si on veut partir dans la continuité de cette scène et des choses un peu grossières qui auraient pu être évitées et qui, selon moi, font quand même un peu la patte de Abrams. La patte de lapin. À quel moment est-ce que tu connais toutes les intrications du Vatican alors que tu n'y as jamais mis les pieds? Bon, ça, ils ont des plans, ils ont des trucs. Oui, non, mais le Vatican, c'est quand même connu pour être le truc le plus secret, avec justement des tunnels, des choses cachées. C'est une cité de mystère, et tu sais par quelle porte entrer, quelle serrure crocheter. Ce sont des choses qui m'agacent. Je pense qu'ils ont préparé la mission avant, et ils savaient exactement où aller. Oui, d'accord, ils ont passé un coup de fil au pape, le gars lui a envoyé les maps, et non, puis... ils travaillent pour l'IMF. C'est ça, ça fait partie du... Enfin, c'est J'entends que ce soit mission impossible, mais il y a des choses, essaye de les contextualiser juste sur le 2, t'as nitpick presque toutes les scènes.
Moi, ça me choque plus dans les... Je pouvais pas faire autrement, je suis désolée, Sofiane. Là, ça devait être dit. D'ailleurs, je suis très attristée que tu aies coupé mon monologue sur les pigeons. Ouais, mais ça menait nulle part. Elle a fait un monologue sur le fait que les pigeons et les colombes, c'était la même chose, c'est ça? Oui, puis surtout, j'avais défendu ces pauvres bêtes parce que on les a domestiqués avant de les laisser. Et ça avait rien demandé à personne. Ouais, voilà, maintenant on est en train de leur chier à la gueule tout le temps, genre, oh, Paris, il y a que ça et tout. Et là, il va me le recouper, c'est sûr. Ah, mais non, mais tout ce que tu dis ce soir, aujourd'hui est coupé. On voit enfin la création d'un masque. On voyait souvent ça dans la série, donc ça, c'était un petit truc que j'aimais bien. J'ai toujours bien aimé là, comment ils faisaient leur masque. Dans la série, c'est encore mieux parce que c'est clairement juste des sourcils, une moustache. Oui. Enfin, tu vois, ils sont en train de préparer leur truc et c'est pas un vrai masque. En tout cas, dans la vieille série, c'est pas un vrai masque, quoi. Et en gros, c'est une imprimante 3D avant que ça existe. C'est ça. Quoi. Ils avaient déjà inventé le truc. Et puis toute la scène de fabrication du masque est très longue finalement. Enfin, il y a l'idée de faire le masque, ensuite tout le masque vocal aussi dans les toilettes où tout le suspense repose là-dessus sur est-ce qu'on va avoir le temps et tout. Enfin, c'est le fait de réussir à faire les gadgets devient l'enjeu de la scène, quoi. Et j'adore, il lui fait lire un truc pour que comme ça, il prononce exactement peut-être toutes les syllabes ou quelque chose comme ça, et donc ensuite on peut réutiliser sa voix. C'est plus recherché que dans les films précédents où c'était juste il met un truc et Moi, ce que j'aime beaucoup dans toute cette scène du Vatican, c'est qu'on n'a pas l'explication du plan, on n'a pas le mode d'emploi, on est balancé dedans et on découvre au fur et à mesure, ah bah oui, ça c'est parce que ça c'est parce que ceci, etc. C'est très interactif quand c'est à nous de comprendre ce qui est en train de se passer comme plan et ce qu'ils sont en train de fabriquer comme mission. Hein. Vous savez à quelle saga Mission Impossible me fait penser? C'est à la saga Oceans, où il y a le plan et ensuite il y a vraiment un petit peu ce côté-là avec les Oceans. En fait, Oceans, c'est Mission Impossible, mais pour des braqueurs, quoi. C'est ça. Ouais. Et j'aimerais bien les faire un jour, les Oceans, d'ailleurs. Ouais. Ce serait sympa. En plus, ils sont tellement disparates, j'ai hâte que tu fasses Ocean's 8. Ah oui. Philip Seymour Hoffman qui se fait braquer par Philip Seymour Hoffman. C'est ça, voilà. C'est qui devient du coup gentil. Et non, moi, je trouve qu'il est joué. Il est génial dans ce film et... Parce qu'en plus, on lui donne énormément de choses différentes à jouer. Finalement, il y a la scène d'ouverture qui est ultra sadique, c'est vraiment le méchant ultime. Après, il y a tout l'aspect marchand d'armes, etc. Et puis, il y a cette scène dans l'avion où soudain, il devient la victime, quoi, où il devient comme un prisonnier de guerre torturé par... Mais une victime, encore une fois, qui est complètement détachée. Il y a... qui arrive... On lui coupe les câbles one by one et le gars ne laisse rien transparaître. Lui reste sur son objectif de qu'est-ce que je vais réussir à obtenir comme information pour ensuite retourner le truc à mon avantage. Et il est violent aussi, je veux dire, il frappe Ethan. C'est pas le genre de truc qu'on imagine Philip Seymour Hoffman. Ouais, voilà, en plus, voilà, Abrams joue avec le personnage avec son acteur. Souvent, à la fin, il joue des mecs un peu geeks, un peu mal dans leur peau. Distants, voilà. Il y a une distance qui sont jamais dans le rapport physique. Et là, plus le film avance et plus il est dans le truc psychique, jusqu'à la scène finale. Où par exemple, regardez Boogie Nights, qui est sorti quelques temps avant, mais regardez Boogie Nights et comparez-le à ça, et c'est rien à voir. Totalement différentes les deux rôles. Et c'est ça que j'aimais avec lui, c'est qu'en plus, il choisissait bien ses films, Philip Seymour Hoffman, la plupart du temps. Je sais pas si son agent était très bon, en tout cas. Après, je pense que c'est aussi des réalisateurs qui venaient le chercher qui avaient envie de lui donner des choses intéressantes. Ouais, c'est le genre d'acteur que tu as envie de pousser au bout parce que tu te dis jusqu'à quel point peux-tu être un caméléon, qu'est-ce que tu peux ne pas faire, où sont tes limites. Et au final, tu te rends compte que le garçon n'en avait point. Et c'est assez fascinant. Moi, ce que j'aime beaucoup avec son rôle dans le film, au-delà de ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui lui permet de déployer tout son éventail en faisant très très peu. Parce qu'on lui donne vraiment une matière très succincte et il arrive à en faire quelque chose de profondément marquant qui, de surcroît, joue un peu le contre-pied du personnage d'Ethan Hunt dans la mesure où c'est deux personnages jusqu'au boutiste qui, une fois leur objectif déterminé et défini pour eux-mêmes et envers eux-mêmes, n'en dérogent pas une seule seconde. Et c'est pour ça que j'aimais bien la scène de l'avion, par exemple. Elle est super, cette scène. Voilà, tu vois que le mec en fait ne flanchit à aucun moment, mais tu sais que derrière il y aura rétribution parce que la première chose qu'il dit à Ethan c'est je vais pourrir ta vie concrètement. Ouais. Et d'ailleurs leur tout premier échange, c'est là que tu vois que c'est littéralement deux pas serviteurs mais deux exécutants. C'est qui es-tu, où est mon truc. C'est deux questions qu'ils se balancent comme ça en chassé-croisé parce qu'ils ont aucun intérêt personnel l'un envers l'autre à ce moment-là du récit. Et après, la seconde fois où ils seront amenés à se recroiser, des griefs auront eu lieu et l'affrontement n'en sera que plus personnel. Et je trouve ça assez sympa. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils lui mettent une dérouille, effectivement.
Non, mais sincèrement, on va me faire encore passer pour une espèce de grosse sado, mais... Non, et c'est bien de voir Tom dans le rôle du gars qui a 2 doigts de tuer quelqu'un de sang-froid comme ça, de le balancer d'un avion. C'est ça qu'on veut voir avec Tom de temps en temps, tu vois. Oui, c'est quelqu'un qui perd les pédales, parce que comme on a déjà établi ça à 1000 reprises, et on continuera tant qu'on parlera de Mission Impossible. Tom Cruise, c'est un contrôle fric, c'est quelqu'un qui manipule son image, et c'est quelqu'un qui est dans le contrôle total de tout ce qu'il fait en permanence. Et ça se ressent aussi dans ses personnages, dans la mise en scène de ses personnages, parce qu'il a un nombre de gros plans qui sont imposés par projet. Il a son mot à dire sur la direction, sur qui participe à ces projets, il participe à la production, etc., etc. Et le voir vulnérable dans un film, le voir se prendre une dérouillée phénoménale, être balancé dans tous les sens alors qu'il est déjà au plus bas, le voir pleurer et être complètement incompétent et incapable dans une situation, ça fait partie un peu de l'intérêt parce que ça brise l'image qu'on en avait jusqu'à présent, même dans ces films précédents. Tu prends les Magnolia, tu prends le moment qui est le plus intéressant dans le film, c'est celui où il s'écroule au chevet de son père. Là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Philip Seymour Hoffman, c'est lui qui a le contrôle, en fait, quasiment à part les 3 dernières minutes, quoi, quand il se fait trahir par Billy Crudup. C'est lui qui a le contrôle. Donc Tom Cruise se retrouve face à cette personne qui a le contrôle que lui-même voudrait avoir et c'est ça qui le rend tellement terrifiant. Et qui a un ascendant écrasant de surcroît. Il a une présence en plus, au-delà de sa carrure physique, il a une présence psychologique qui est assez... C'est le type qui sait qu'il a tellement de pouvoir qu'il n'a pas besoin de surjouer, de forcer les événements. De toute façon, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc il peut être d'un calme olympien, et c'est ça qui le rend terrible, c'est qu'il y a aucune prise. Même quand Tom Cruise pense avoir la prise sur lui, puisqu'il a pris en otage, en fait, c'est l'autre qui a toujours le contrôle. Et le moment où il éclate et où il se met à hurler, justement, pendant qu'il est en train de faire son compte à rebours, n'en est que plus percutant parce que comme c'est quelqu'un qui nous a habitués à être compendieux et à être très maîtrisé, tu te dis, ah oui, là, il est en train de péter les plombs, donc quels seront les enjeux? À quel point est-ce que Tom Cruise est dans la merde? Vous avez été appréhendé en possession de renseignements sur l'endroit où se trouve quelque chose dont le nom de code est patte de lapin. Je vais la faire pleurer, et saigner et hurler en t'appelant. Et toi, t'y pourras que dalle. Tu sais pourquoi? C'est quoi la patte de lapin? Parce que tu seras pratiquement mort. Et qui est l'acheteur? Et ensuite, je vais te tuer, juste devant ses yeux. Je vous le demande encore une fois. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que la patte de lapin? Qui es-tu? Et qui est l'acheteur? Tu n'as aucune idée de là où tu mets les pieds, hein? Ils se font attaquer sur un pont par un avion et un hélicoptère. Et Tom court beaucoup dans ce film. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il court dans ce film? C'est peut-être le film avec War of the World, peut-être à la même époque où il courait le plus, quoi. Vraiment. Minority Report aussi, il court pas mal. Minority Report, il me semble. C'est pas les scènes les plus percutantes. Non. Et il court tellement vite qu'il évite les balles et les roquettes. Hein. Donc ça, c'est un peu sa grosse cascade du film, où avec l'explosion derrière. S'il y a un truc qui manque dans ce film vraiment, c'est quand même la grosse cascade de Tom Cruise. Tu peux citer presque dans chaque film une cascade, alors que dans celui-là... Mais justement... Celui-là, oui, mais ça fait que c'est un peu un film plus classique, dans le sens où, au final, tout ce que je vois dans ce film, c'est des trucs que j'ai déjà vus. Alors que quand on te met une cascade de Tom Cruise, c'est un truc que t'as jamais vu avant. Ouais, mais parce que c'est ce que Simon disait la dernière fois, quand tu vas voir un film avec Tom Cruise et de surcroît les Missions Impossibles, en tant que spectateur, tu sais qu'il y a un contrat qui est passé avec toi-même et avec les productions Tom Cruise, c'est que tu y vas pour voir Tom Cruise faire une dinguerie. Tandis que dans ce film-là, l'enjeu, il est pas physique. Et c'est pour ça, je pense que c'est mon favori de la saga, c'est que c'est un enjeu qui est psychologique avant tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Abrams qui voulait en faire un personnage tourmenté. C'est celui où la seule faiblesse qu'il a, la seule cascade qu'il fait, en fait, c'est une cascade émotionnelle. Et je trouve ça assez attractif. Oui, c'est quand Lindsay meurt dans ses bras, en fait. C'est presque le moment le plus compliqué. C'est ça, finalement, le moment fort dont tu parles. C'est pas un moment physique, c'est le moment où son élève... oui, mais là, en l'occurrence, moi, je parle le spectacle. Hein. Bien sûr, c'est pour ça, mais c'était pour rejoindre le fait je parle pur spectacle bête que t'es en train de manger ton popcorn devant... Voilà. Il y a une éolienne qui se fait rentrer dedans. Il y a une éolienne... Non, il y a quelques petites scènes. Et puis, on détruit un pont quand même. Ils détruisent le pont, ils sautent du haut d'un immeuble. Enfin, il y a des trucs. Mais... Oui, parce qu'il y a le mouvement de balancier quand même. Oui. Et puis le parachute qui s'ouvre à 50 mètres du sol. Voilà. Il y a Aaron Paul dans ce film, yo. Ah bon? Oui. Bah oui. Oui, il joue le frère de Julia, Michel Monaghan. Ouais.
Il est C'est au lui téléphone avec, Oui, c'est c'est lui. un Ron Ouais, Perlman. ouais. Je l'ai pas reconnu. Si, c'est lui. Si, si. Donc Julia se fait enlever et Tom court encore une fois. Et l'IMF gère ses agents en les enfermant dans une pièce avec une muselière. Va falloir m'expliquer. Tu sais quoi? J'ai cherché avant de venir. Je suis sûre que si Que j'avais la cherché CIA un t'a peu... demandé si t'as cherché si la CIA c'était comme ça qu'ils géraient leurs Oui, agents. bien sûr. Non, je me suis demandé... CIA.gov. Je me suis demandé en fait pourquoi diable cet attirail un peu BDSM là sorti de nulle part, surtout que c'était pas trop la DA de la saga jusqu'à présent. En plus, bon, Le Silence des Agneaux est sorti en 91, donc c'est même pas une influence, ou alors c'est Abrams qui jusqu'au bout va piquer à droite et à gauche. Je n'ai pas trouvé de justification en fait à ce bondage inopiné. Après, j'étais très contente de mon côté, mais C'est vraiment pour justifier que Ethan Hunt ne parle pas dans la scène, mais en même temps, il y avait d'autres moyens à faire que de lui mettre un masque de fer, quoi. non, mais je pense que là encore, c'est pour entériner le fait qu'il est impuissant dans ce film, de bout en bout. Et là, il est impuissant. Comme dans Eyes Wide Shut. Ouais. Ah. Ha ha ha. Et je te dis ouais bêtement en plus. Ethan s'enfuit et se déguise en nez un 4 juillet avec la pire moustache du monde. Elle est vraiment moche, la moustache. Ils seront à Shanghai et c'est l'occasion de parler de la patte de lapin. Voilà. Ça y est, c'est fait. On a parlé de la patte de lapin. Et là, ce qui aurait dû être la grosse cascade du film, mais JJ n'a pas laissé Tom sauter du building pour de vrai, donc il y a un green screen. Lui, Tom a vraiment mis la pression sur JJ, et JJ a dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ce genre de cascade, Tom. JJ s'est comporté en adulte, quoi. Ce qui est assez drôle quand on voit les cascades qu'il a fait après, sauter d'un Ouais, immeuble, voilà. sauter d'un immeuble, c'est pas grand chose, quoi, tu vois. Oui, allez, bonsoir, je vais escalader le Burj Khalifa et ensuite je vais m'accrocher à un avion qui décolle. Non, mais voilà. En fait, toutes les cascades des films suivants viennent du trauma de pas avoir pu C'est sauter de possible. cet immeuble à Shanghai. Donc C'est ça. On ne sait pas comment Tom récupère le rabbit's foot parce qu'il y a un moment, il rentre dans l'immeuble et ensuite il ressort en disant « J'ai le rabbit's foot !» Je peux défendre ce film avec toute mon âme, hein, Non, mais ça m'a fait rire. il y a des raccourcis Ça- narratifs. Ça faisait très cartoon. Ouais. moi, j'aime beaucoup ça. Ça Parce que fait- c'est totalement inattendu, Oui. cette espèce de... Il va y avoir une mission pour essayer. Bah, surtout va quand tu te dis que rentre tout pas dans l'enjeu le de la laboratoire, chose, ouais. voilà, C'est- tout l'enjeu de cette séquence retourne autour du fait qu'il récupère cette fichue patte de lapin et tu ne la vois pas le récupérer. Moi, je trouve ça étonnant, mais surprenant, mais du bon côté. Quand moi, à chaque fois, ça me fait rire de me dire, putain, on est dans un gros blockbuster hollywoodien à 150 millions de dollars et on traite ça par une ellipse, quoi, avec le mec qui dit à l'oreillette, attention, je sors. Ça, c'est le genre de truc qu'on verrait dans les Marvel de nos jours, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pas un compliment. Et surtout que ce soit Ça dépend du Marvel. que ça arrive pour la dernière scène et pas pour la première, typiquement, que ce soit parce que finalement la scène la plus longue c'est la première, c'est c'est la deuxième, c'est à Rome là, voilà, mais la première de la vraie mission. Et puis la dernière scène où justement on est au plus près de la patte de lapin, voilà, là où ah non, en fait c'est géré En 2 secondes. en 2 secondes, c'est En gros, le plus important, c'est le duel entre les deux. Mm. Donc forcément, il faut on a déjà assez fait avec Tom Cruise qui va se battre contre des mecs dans les immeubles. Autant essayer d'accélérer cette partie de l'histoire parce qu'au final, comme tu disais, enfin vous l'avez dit tous les deux, on s'en fout de la patte de lapin au final. Et JJ s'en fout de la patte de lapin. Je pense que Il y a c'est- Il y a que toi qu'on a rien à faire. Non, il n'y a pas que moi. Arrête. Il y a que toi qui lui donne cette importance. Non, mais je pense que c'est vraiment un moyen d'appuyer, d'enfoncer le clou sur en fait, si vous n'avez pas encore compris qu'on s'en fiche, là maintenant vous le Le comprenez. plus important, c'est le duel entre les deux Voilà. acteurs et voilà quoi. Sans compter qu'on t'explique très brièvement, et encore, je suis même pas sûre qu'on te l'explique, on te montre avec ce fameux petit symbole nucléaire que c'est encore une arme biochimique super dangereuse, oui bonjour John Woo, que là on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on veut la récupérer, à quelle fin, Là t'as juste Simon Pegg qui dit si les gens veulent payer tant d'argent, c'est que ça doit vraiment être très dangereux, quoi. Oui, voilà, à un moment on qualifie quand même la chose d'anti-dieu, donc tu te dis bon, ok, why not, ça pose les bases, mais effectivement on n'y accorde aucune importance. Julia. Tu m'as tenu suspendu hors d'un avion. On peut toujours deviner le caractère de quelqu'un à la façon dont il traite ceux qu'il n'a pas besoin d'y être traité. Ne me menace pas. Surtout pas. L'attaché Kez que je suis allé chercher à Rome, celui que tu m'as pris, il contient des plans du lieu où est la patte de lapin. Tu la récupères et tu me la rapportes. La patte de lapin. Ethan, tu avais une montre la dernière fois que je t'ai vu. Regarde-la maintenant. Tu as 48 heures à partir de mon top. Attendez. Maintenant, tu m'appelles à ce numéro quand tu l'as. Compris? La vie de Julia contre la patte de lapin. Tu as 48 heures où elle meurt. Attendez. On a une course-poursuite qui est quand même loin des courses-poursuites dans les films plus récents. Là, on est dans le plus classique et on est de retour dans la scène d'intro et Julia se fait assassiner sous les yeux d'Ethan et c'est coupé d'une très bonne manière, je trouve. Où, Oui. justement, c'est un peu la même chose avec la mort de Kerry Russell, c'est que là aussi, ça se fait en un clin d'œil comme ça.
Il n'y a pas de fioritures, en fait. Il y a beaucoup de fioritures chez Abrams, on va pas se mentir. Mais dans ce film-ci, je trouve qu'elles ont été plutôt bien gérées. Et je trouve que le montage, même si il a lui aussi ses faiblesses, on en parlait tout à l'heure justement dans la fameuse grosse scène de début, le montage est assez efficace. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve tous ces réflexes télévisuels, c'est que on est toujours dans l'économie perpétuelle du temps, du geste, quitte à quelquefois sacrifier un peu l'artistique, mais on peut pas enlever à ce film qu'il est prodigieusement... là encore efficace. Désolé, j'ai pas de synonyme. Oui, non, mais parce que c'est le mot qui convient, oui. Économique, peut-être. On est dans un absolu d'efficacité narrative de... Un film radin, quoi. Non, parce qu'il est généreux dans plein d'autres choses. Donc le traître, c'était en fait Billy Crudup, parce qu'on le savait, parce que c'était trop simple de dire à un moment dans le film... Ah, au fait, Morpheus, il a passé un coup de fil au méchant, et ça revient pas une seule fois jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a pas une seule fois où Tom Cruise dit « Ah, au fait, tiens, maintenant que j'y pense, le traître, en fait, c'est notre chef. » Il y a même pas une seule fois où il y a ce moment-là, donc moi, j'étais sûr et certain que c'était Billy Crudup, donc il y avait pas vraiment... Ça se dit Crudup ou Crudup ou... Je sais pas, moi j'ai toujours dit Crudup, mais j'ai entendu les deux. Crudup. Donc c'est la deuxième fois qu'un supérieur hiérarchique trahit Ethan dans 3 films. Puis ce sera un gros leitmotiv dans toute la saga. Et c'est aussi la deuxième fois qu'Ethan est recherché par les autorités dans la saga. Et c'est un gros leitmotiv chez Abrams aussi, où les supérieurs trahissent toujours. Et en fait, c'était pas Julia, c'était une fille avec un masque. Et ça, c'était un twist à la JJ, vraiment. Ouais, c'est pas le meilleur Deus Ex Machina qu'on puisse trouver. Tom court en plan séquence. Et là, j'ai noté, il joue très bien dans ce film, il faut le dire. Voilà, tu vois, pour faire plaisir. Merci. Il est beaucoup plus vulnérable que dans les films précédents, et c'est ça qui me plaît. C'est un très bon film de Tom Cruise, même si c'est pas un bon film. Si, c'est un bon film. Elle tombe dedans à chaque fois. Moi, je tends des perches à chaque fois, c'est... Puis je les prends en pleine main, je suis très heureuse. J'ai quand même l'impression moi, que Tom Cruise a un peu donné les clés à J.J. Abrams en lui disant « S'il te plaît, fais-moi jouer dans un épisode d'Alias. » Il y a un peu ce côté... Il était fan, apparemment. Oui, il était tellement fan, c'est pour ça qu'il l'a recruté. Mais il était tellement fan au point de lui dire « Vas-y, change Ethan Hunt pour que ça devienne Alias. » Que Tom Cruise regarde un film par jour minimum, hein, c'est ça, je crois, hein, si je me trompe pas. Il a sa propre salle de cinéma, etc. Je l'imagine pas regarder la télé, tu vois. Bah ouais, c'est bizarre à chaque fois que la phrase Tom Cruise est fan d'Alias, pareil, ça fait toujours bizarre. Deux enfants, ça me ferait un peu bizarre, quoi, tu vois. T'as du mal à effectivement l'imaginer prendre du temps libre, mais est-ce qu'il considère réellement ça comme prendre du temps libre? Mais tu vois, attendre parce que ça prend plus de temps que de regarder un film. Parce que regarder Alias, c'est quand même... Parce que pour moi, quand je dis regarder la télé, ça veut pas dire regarder un DVD de la série, regarder sur Netflix. Je te parle de regarder sur la télé où il y a 5 pubs, où il y a 5 pubs en 20 minutes. Moi, je te parle de cette télé-là, vraiment. Oui, mais je crois qu'il a bingé Alias. Donc, je crois qu'il a tout regardé d'un coup, ça me semble. En DVD, Et c'est en découvrant la chose qu'effectivement, il s'est dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aime bien ces mécanismes aussi, j'aime bien ces dispositifs-là. Allons-y. J'ai un explosif dans ma tête. Je vais mourir si tu ne me tues pas. Quoi? Tu branches le courant et tu le coupes. N'oublie pas de le couper. Je peux pas faire ça. Donc il a une bombe dans la tête. Pourquoi est-ce que Davian n'a pas de garde du corps avec lui dans cette scène en particulier? Parce que le film faisait déjà 2 heures. Non, mais vraiment, il est tout seul et c'est pas vraiment expliqué. C'est pas comme si Tom Cruise s'était fait un par un tous les membres de son équipe, puisqu'on voit, il a pas vraiment. Tu vois, en fait, ils arrivent après. Ils arrivent une fois que c'est Michel Monaghan qui a le flingue, quoi. Mais tu vois. Il se pointe quand on a besoin de tirer sur quelque chose. Exactement. C'est vraiment... Tu vois, dans le 2, il avait des sous-fifres. Dans le premier, il avait des sous-fifres. Et là, il n'y a pas vraiment ce côté-là. C'est le méchant. Mais tu vois pas vraiment les mecs qui travaillent avec lui être plus importants que les autres ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour bien entériner le fait que ce soit un vendu, un pourri, qu'il est vraiment tout seul dans son opération et que il estime tellement être dans le droit et dans le bon et dans le juste. Et là, on parlait du fait que c'était choquant, les 2 morts. Enfin, il y en a une qui est pas vraie, mais en tout cas que les 2, le montage était choquant. Et là, on a le méchant qui se fait écraser comme une merde, comme une mouche, quoi. C'est la pire scène de la saga. Il se fait écraser comme une mouche, quoi. Vraiment, en 2 secondes, c'est réglé. C'est vraiment une fin à la série télé, c'est le Monster of the Week. C'est pareil, les épisodes Monster of the Week, la fin, c'est toujours cataclysmique parce que il faut finir, quoi. Voilà. Il a pas un dernier. C'est la 39e minute. Il a pas un dernier grand monologue. Il a pas une dernière scène marquante. Non, mais quitte à faire ça, mais lui une balle dans la tête, mais le fait pas mourir hors champ par une bagnole qui lui passe dessus pendant que Tom Cruise il passe sous les roues, s'il te plaît. Et ensuite, Tom Cruise se relève et repart. Et il y a même pas un plan. Attends, t'as une chaussure qui vole. Oui.
Mais il y a même pas un plan pour nous montrer ce qui s'est passé en fait. Quoi. Quand je disais que c'était un film efficace, c'est aussi un film facile. Il y a des tas de raccourcis narratifs. Moi qui adore nitpicker, il faut pas que je m'y penche trop. Il y a quelquefois c'est fâcheux. C'est le cliché du film hollywoodien aussi. Si tu essayes c'est la suspension d'incrédulité quoi. Si tu commences à essayer de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il y a rien qui tient la route du début à la fin dans Mission Impossible 3. Ça n'a aucun sens. Si ça peut te rassurer, c'est encore pire. Un peu dans la saga tout. Oui, voilà, mais celui-là effectivement, ça va. Le but c'est juste d'aller vite quoi. Voilà. Il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est je vais mourir sauf si tu me tues. Elle est plutôt marrante. Elle est assez drôle. Ouais. Surtout quand c'est Tom Cruise qui le dit en fait. Parce que ça fonctionne bien avec Tom Cruise. Il se fait un petit lavage de cerveau. Julia se transforme en Sarah Connor. Voilà, on sait pas pourquoi il lui a appris comment mettre une cartouche dans la. Ça va plus vite qu'avec Lindsay. Hein, ça. Mais elle a pas eu besoin d'apprendre à se battre avec des bâtons. Il y a rien de tout ça. Tiens, prends le flingue ma petite. Elle a des réflexes de. Ouais, elle apprend à repérer son ennemi dans un miroir. Elle tire super bien. C'est Sarah Connor quoi. Ouais. Remarquable. Et donc, on n'apprendra jamais ce qu'était le Rabbit's Foot. Vraiment un résumé de la carrière de JJ, je suis désolé. S'il y a bien un truc qui résume la carrière de JJ, c'est Morpheus qui à la fin lui dit « Je te le dirai la prochaine fois ». Mais c'est clairement fait exprès, de toute façon. Je te le dirai la prochaine fois, putain. Il en joue, tu comprendras quand tu seras plus grand. Ah, j'ai mis pause et j'ai rigolé. Je crois que j'ai une larme qui est tombée. Ça m'a fait rigoler. Ah, j'adore. JJ, franchement, c'est un mec, pour moi, il a un peu c'est une mystery box à lui tout seul aussi, tu vois, d'une certaine manière, JJ. C'est qu'on pense connaître JJ, mais tout ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'il pense d'autres trucs. Absolument, oui. Donc on sait pas vraiment, même Alias, c'était un truc quand même qui était un film, c'était un truc d'espionnage que... Ah bah c'est repris de Mission Impossible et autres. C'est repris et de toutes les séries d'espionnage qu'on peut imaginer. Des Nikita, des trucs comme ça, voilà. Et on sait pas vraiment qui est le vrai JJ, en fait. C'est un truc qu'on ne saura peut-être jamais, quoi. Et donc, il y a un côté un peu fascinant avec ce mec. Oui, surtout qu'en plus, il a jamais vraiment donné d'interview. Quand il en donne, il parle que de ses films. Il fait, on sait rien, ouais, c'est ça. Là, depuis la sortie de son dernier film, il a 1700 ans. Tu viens de faire une copie. Son dernier film. Vous savez, le truc un peu avec des vaisseaux spatiaux. Non, on commence pas. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Mais en tout cas, numéro 9. On sait pas ce qu'il fait depuis, par exemple. C'est très discret, quoi. Depuis. Ouais, il est resté très discret. Je pense qu'il a déjà pris de très très longues vacances. Ouais. Oui, là pour le coup. Et puis ensuite, oui, bah je te dis, tu vois, il me semble qu'il a reproduit quelques séries. Autant Ryan Johnson, il suffit d'aller voir sur Twitter ce qu'il est en train de raconter. Il est très présent et tout. Autant JJ. Il a toujours été, et puis il a toujours été très très absent comme ça. Très absent. Ouais. C'est un peu pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il n'a pas de... Au-delà du fait qu'il n'ait pas nécessairement une patte artistique qui lui soit propre, dans la mesure où effectivement c'est un cinéaste d'emprunt et de réemploi, c'est aussi quelqu'un avec lequel, en tant que spectateur, tu n'arrives pas à t'identifier sur un point de vue personnel. Il y a des réalisateurs chez qui ça fonctionne très bien, des gens qui arrivent à passer d'un genre à un autre, mais pour quelqu'un avec une filmographie aussi restreinte, en général, tu te dis que c'est un corps de travail qui peut te représenter un peu. Moi, je vois par exemple le cinéma de Xavier Dolan, bon bah t'as 8 longs métrages, tu sais qui c'est, tu vois un plan, tu le reconnais, il y a pas de souci. Le comparo, il est parti de loin. Hein. C'est comme ce que vous disiez tous les deux, on ne sait pas qui est J.J. Abrams, et parfois c'est un peu déroutant quand tu regardes ces films, parce que tu te dis, mis à part le travail d'un exécutant avec une production, un studio derrière, qu'est-ce que je regarde ? Qui je regarde ? Je n'apprends rien, surtout à la fin du film, si ce n'est que t'avais envie de tabasser Tom Cruise. Ça, c'est après chaque film avec Tom Cruise. Il était très heureux. T'as envie de l'embrasser et de le taper en même temps. Bah, c'est un peu ce que... Il y a une relation, tu vois, t'as envie de l'attraper par les cheveux. T'as envie de faire pourquoi, Tom, pourquoi c'est Deadline qui avait rendu hommage justement à Tom Cruise en parallèle de sa palme d'honneur à Cannes, et qui s'était entretenu avec de très nombreux réalisateurs qui avaient collaboré avec lui tout au long de sa carrière. Et au moment de donner la parole à Abrams disait effectivement qu'il était très reconnaissant envers Tom Cruise dans la mesure où c'est lui qui lui a donné sa carrière avec ce premier long métrage, qu'il avait trouvé ça... Et il produit encore les Missions Impossibles de nos jours. Oui, voilà. Ouais. Et effectivement, il y a ce côté un peu démentiel, un peu démesuré, mais qui parfois peut faire défaut, toi, en tant qu'individu, surtout quand c'est ton premier, tu te dis « Oh mon Dieu, je vais aller à Shanghai, ensuite je vais aller à Rome, c'est incroyable, c'est trop cool », mais d'un autre côté, ton syndrome de l'imposteur, il explose, donc t'es obligé d'avoir cette relation un peu ambivalente avec ce collaborateur bien spécifique, qui est Monsieur Cruise. À mon humble avis. Monsieur Croisière.
Sofiane. Donc tout le monde est content et Ethan va profiter de sa lune de miel et il va rester marié jusqu'à la fin de ses jours. Et il a pu réconcilier les deux parties de sa vie puisque Julia arrive Ouais, Julia, elle est dans les plutôt- locaux. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool, Julia. Elle vient de se faire kidnapper. Il lui est arrivé des tonnes de trucs. Est-ce qu'on lui a mis une bombe à elle aussi? Non, mais elle a Non, dû tuer son Ouais. mari, du coup, quand même. Ouais, elle a dû tuer elle a tué 3 mecs. Est-ce qu'on Je peut veux dire, revenir sur le normalement- fait qu'elle le ramène à la vie avec un pauvre massage cardiaque alors que bon, son cerveau a pas été oxygéné pendant 2 bonnes minutes et qu'il s'est un peu Écoute, fait elle est frire le cerveau? infirmière. C'est une excellente infirmière. Écoute, ils ont décidé, JJ a décidé qu'elle était infirmière dans le script juste pour justifier Non mais cette bien scène. sûr, bien sûr. Ça- Et ainsi se termine Mission Impossible 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer avec toi, Axel. Donc moi, comme vous le savez tous, au cas où ça aurait pas été compris déjà, c'est mon favori de la saga. À noter, Tout va comme bien. je le disais, que les raisons de mon affection envers cet opus bien spécifique ont plus à voir avec mes affinités personnelles que le dispositif et l'objet film en lui-même. Parce que d'un point de vue purement critique, qui est aussi mon métier quand même, Mission Impossible 3, c'est pas le meilleur opus et puis c'est pas nécessairement un très bon film. On va pas se mentir. La colorimétrie elle est crasse, le scénario il emprunte plus de raccourcis que un scooter sur le périph'. La romance avec le personnage de Michelle Monaghan, effectivement, j'y crois pas une seule seconde. Ça manque de naturel, enfin bref, peu importe. Mais malgré tout, comme je le disais, j'embrasse le parti pris d'Abrams. J'aime assez la volonté qu'il avait de salir Tom Cruise en le tabassant dans tous les sens et en le poussant dans ses retranchements non pas physiques mais émotionnels. Et voilà, c'est beaucoup de mots pour dire que, comme je le disais précédemment, j'ai bien aimé voir Tom Cruise pleurer. C'est cadeau. Si peu pour ma réputation maintenant. Moi, c'est pas mon préféré, parce que mon préféré, c'est le 5. J'aime énormément le 5e. Mais C'est celui avec l'avion, le 5? c'est celui où Rebecca Ferguson arrive. À partir du moment où il y a Rebecca Ferguson, de toute façon, ça... Non, il est très très bon le 5, Le c'est en 5, général le c'est celui- préféré de beaucoup de gens. C'est celui qui arrive à créer un équilibre, voilà, avec un autre personnage qui existe et tout. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs. Mais le 3, à chaque fois que je le revois, en fait, je passe 2 heures excellentes. Il y a vraiment une forme de perfection de série B hollywoodienne. Voilà, le savoir-faire hollywoodien qui existe depuis les années 40, 50. Enfin, voilà, de juste savoir faire un film où tu regardes, tu t'ennuies pas pendant 2 heures, tu t'es bien amusé, il y a des scènes qui te marquent, dont tu te souviens. Et puis surtout, il y a Philip Seymour Hoffman, quoi. Rien que pour ça suffit, en fait. C'est vrai que ça monte le niveau. Hein. Lui tout seul, il monte bien le niveau. Voilà, il y a cette forme on n'est pas dans l'art, on est dans l'artisanat, voilà, le côté hollywoodien où on fait des produits. Ça s'est un peu perdu maintenant, mais on fait des bons produits des fois, de temps en temps. Bah justement, moi je trouve que le film est un peu trop banal. C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses que j'ai déjà vues avant. Les acteurs sont géniaux, comme tu l'as dit, Philip Seymour Hoffman. Dès qu'il n'est pas dans une scène, on devrait se demander où est Philip Seymour Hoffman à chaque fois. Tom Cruise est au top. Là, justement, il s'est peut-être dit, j'en ai pris plein la gueule avec toutes les conneries que j'ai dites dernièrement. Il faut que je montre que je suis un bon acteur. Enfin, on dirait qu'il y a un peu de ça. Il faut que je montre que je suis encore une star d'action, mais que je sais aussi jouer. Donc autant le mettre dans le même film, quoi. Enfin, on sent qu'il y a ce parti pris. Puis je pense aussi qu'il a voulu un peu exorciser le fait il avait conscience, du fait que sa carrière de cinéma d'auteur était terminée à ce moment-là. Ouais. Oui. C'est vrai. Il fait son comeback apparemment. Il a décidé de reprendre Ouais. le rôle. Alors lui, il veut bien, mais Oui. quel auteur va quel vouloir auteur va le faire vouloir tourner? Moi, je veux bien, Tom. Je trouve qu'on dirait un long épisode de série télé, mais c'est pas une insulte. Hein. Mais je pense que c'est le but. De toute Voilà. façon, Pour moi, ça c'est ressemble l'idée. beaucoup à de la télé. C'est filmé comme de la télé, c'est monté comme de la télé. C'est limite s'ils vont pas mettre des pauses toutes les 10-20 minutes pour qu'il y ait les pubs. Tu vois? Ah bah, Oui, non, mais il y a un côté très épisodique dans le montage. C'est ce que je te disais tout à l'heure, et c'est aussi pour ça qu'il fonctionne très bien, de façon très fluide. Le reste de l'équipe n'existe pas. C'est bizarre parce que c'est un film d'équipe, pour une fois. Ils ont tous leur moment quand même. Ils Ouais. n'existent pas sur la durée, mais ils ont Je tous trouve leur que- moment dont on se souvient, quoi. Je trouve qu'il y a surtout Benji qui sort du lot. Jonathan Rhys-Meyer, il a ses petits moments, mais tu vois, tu me dis, il est pas là dans le prochain, je m'en fous. Maggie Q, elle était cool, mais on la voit 5 minutes dans le film au final, tu vois. Donc, j'ai des petits soucis avec aussi le fait que tout tourne autour Ethan s'est rangé, il s'est trouvé une femme qui ne sert à rien à part sourire dans le soleil. Oh bah d'ailleurs, ce montage terrible, Qui est avec vrai- la surimpression. Ouais, mais voilà, mais qui au final, ça aussi c'est banal, c'est vu des dizaines de fois, le mec qui s'est rangé, des conneries qu'il a fait, que maintenant ils ont fait combien de films de John Wick, du genre de John Wick, qui parlent exactement de ça. Là, je trouve que le film souffre un peu de J.J. Abramisation, je sais pas comment le dire.
notamment avec la patte de lapin. Développe un peu, on n'a pas bien compris pourquoi la patte de lapin. Oui, qu'est-ce que t'as contre cet objet? Vous savez ce que c'est la patte de lapin? C'est JJ qui nous crache à la gueule. Oh. Et c'est pas la première fois Mais qu'il non. fait ça. Non, je dis ça, j'aurais jamais dit ça s'il l'avait fait que pendant un film. Mais il l'a fait plein de fois, JJ. Tu sais quoi, j'étais étonnée de ne pas te voir plus virulent que ça, parce que ça fait un moment que tu me Non, mais préchauffes le c'était fait la que tu vas première gueuler fois. sur J.J. Abrams. C'était la première fois que je le revoyais depuis très très longtemps, donc forcément je le redécouvre. Mon avis d'il y a 20 ans, c'est pas le même, quoi. Non, mais Et comme je sais que tu n'aimes pas ce cinéaste, je pensais quand même que tu serais un peu plus violent que ça. Je le trouve fascinant d'une certaine manière, mais en fait, j'aime pas ce qu'il représente. Il représente ce que Hollywood est devenu de nos jours. Oui, mais lui, il a une idée qui a été réemployée par la suite. Par d'autres moins. Oui, moins mais en même temps, c'est scrupuleux. lui qui a lancé l'idée. Et Si ça n'avait pas été lui, ça en aurait été un Et autre. c'est lui qui l'a tué avec son dernier film. Donc il a bouclé la boucle. Ouais. Bah, exactement comme le film qui boucle la boucle. Il y a encore des Legacy Bien qui sûr, sortent, bah oui, vraiment beaucoup. Oui, mais comme le public s'en désintéresse, je En donne fait, pas encore c'est- 5 ans à ce dispositif. C'est nous, c'est de notre faute. On a dit, Star Trek, c'est bien. Et voilà, c'est de notre faute, c'est tout. Ouais. On se dit, Mission Impossible, il est prometteur, boum, le premier Star Trek, peut-être qu'on a un bon gars dans le viseur, et bang. Après, il a fait Super 8, tu fais, en fait, il est pas très original comme mec. Hein. Surtout que, dis-moi si je me trompe, mais il est produit par Spielberg, Super 8, non? C'est possible. Oui, oui, tout à fait. C'est possible, ouais. C'est Spielberg qui se Ready Player One himself. Eh bien, merci à vous deux de m'avoir rejoint. Erwan, on peut te retrouver où? On peut me retrouver dans mes livres. Non, mais à la bibliothèque du coin. t'as écrit un truc sur Kojima, là, dernièrement. Ouais, donc j'avais écrit sur J.J. Abrams, j'ai écrit sur Hideo Kojima et sur Lily et Lana Wachowski. Voilà, Matrix. Et j'ai contribué à l'ouvrage collectif sur... T'as vu ma photo avec Keanu derrière moi? Avec Keanu. Et j'ai contribué à l'ouvrage sur Mad Max aussi. Et c'est chez Playlist Society. Playlist Society. Voilà. Axel, on se retrouve pour Mission Impossible Ghost Protocol. Oui. Et c'est le protocole que je mets en place dès que je veux ghoster quelqu'un. Je vais t'ignorer. J'ai un papier dans le tout dernier SoFilm qui est sorti et qui retrace l'histoire du restaurant à l'origine de la série The Bear sur FX. Ça peut intéresser. Pour avoir ta femme, tu auras besoin de la patte de lapin. Dans 18 heures, la patte de lapin sera livrée à son acheteur au Moyen-Orient et nous aurons une info indéniable pour le prouver. Tu t'appelles? Qu'est-ce que la patte de lapin? Qui es-tu? Et qui est l'acheteur? La patte de lapin est à Paris. Je sais où est votre patte de lapin. Où est la patte de lapin? Putain, où elle est? C'est quoi la patte de lapin? Ethan, arrête! Qu'est-ce que c'est? Non! C'est quoi la patte de lapin? Si on fait à moi, on perd tout! Merci à vous les amis d'avoir écouté ce 3e épisode sur Mission Impossible. J'ai vraiment eu du mal à ne pas parler de la saga dont on n'a pas le droit de parler. C'était très difficile. Mais bon, comme dit l'adage... Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore un grand merci à mes invités. Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et Twitter @lasagapod, mais surtout sur patreon.com/planséquence. Et là, il va y avoir un petit épisode sur Minority Report qui va sortir. Je crois que j'en parle dans l'épisode, je suis plus sûr. Et je vais essayer d'en faire plein d'autres. Voilà, c'est ma mission. Ma première mission, c'était de revenir de vacances et de me concentrer sur la saga. Et là, ma nouvelle mission, ça va être de me concentrer un peu plus sur le Patreon. Donc si vous voulez voir plein de trucs, enfin, si vous voulez écouter plein de trucs, c'est sur patreon.com/planséquence. Des centaines d'épisodes avec ma voix. Sauf que dans le Patreon, je fais un accent belge. C'est la grosse différence, en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast. J'ai vu que maintenant, sur Spotify, vous pouvez poster des commentaires et je peux y répondre. Donc, je peux enfin répondre à la question. Oui, l'épisode sur Rocky Balboa n'existe pas sur Spotify parce que Spotify l'a censuré. Et maintenant, j'ai appris comment ne pas me faire censurer. Sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Mais sinon, l'épisode est disponible sur toutes les autres plateformes. Vraiment, YouTube, Apple Podcast, Deezer. Donc voilà, si c'est celui qui vous manque dans les 101 ou 102 épisodes qu'on a fait là pour l'instant, et vous vous dites, il m'en manque un,
C'est comme les Pokémon, il faut tous les écouter. Je suis en train de dire n'importe quoi, j'ai chaud. J'ai très très chaud. Cooper a chaud aussi. Il est étalé là comme une flaque. Normalement, il devrait y avoir un bon petit rythme pour les épisodes parce que j'ai déjà booké tous les invités. Et je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et normalement, votre saga de l'été devrait bien se passer. Il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt les JO. Mon Dieu. Avec mon pote Seb, on avait fait pour les fans de la saga dont on ne doit pas parler, on avait fait un commentaire audio sur la menace fantôme. Et avec Max de Marvel Initiative, on a fait un commentaire audio de Batman et Robin sur le Patreon. Et donc j'essaie un peu de diversifier, de ne pas faire que des podcasts, d'aussi proposer d'autres formats. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord. Il faut ressusciter le Discord, s'il vous plaît. S'il y a des personnes qui veulent bien venir sur notre Discord et le ressusciter, ça me ferait plaisir. Parce que je suis là de temps en temps, moi, sur le salon vocal pour parler aux auditeurs. Et de temps en temps, je fais aussi des live streams de jeux vidéo. J'avais joué à tout Mad Max, au jeu Mad Max en direct sur le Discord. Je vais remercier les Very Important Patou, les plus gros contributeurs du Patreon. Si j'oublie quelqu'un, c'est parce que soit j'ai enregistré avant votre arrivée dans le Patreon, soit parce que je vous ai raté dans la liste. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Chaque saga, j'aime bien essayer de trouver un petit nom en rapport avec la saga. Là, par exemple, c'est quasiment que des noms d'espions. C'est ça que j'ai essayé de faire avec cette petite liste. Donc merci à Pascal Bauer, Lilian Bourne, Arnaud Coulson, Efo Archer, Dominique Baker, Adeline Nikita, Vincent Steed, V English, Julien Ryan, Hugues Q, Clément MacGyver, Mathilde Romanoff, Timothy Bond, Ludwig Powers, Benoît Smith, Johan Templar, Nicolas Fischer, Jonathan Bonisseur de la Batte, Flavien Leiter, Didier Solo, Sam Fury, Alexis Barton, Punky Malotru, Clem Smiley, l'agent Hobby, Seb Turner, Pierre le Spy Kid, Selim Snake, Loba M, Charlie Zorel, Lauren Bristow, j'en perds ma voix, Damien Fleming, Frank Chuck, Michel Weston, Charles Jennings, Dylan Payne, Romain 47, Louis Hart, Claire Carter, Guilhem numéro 6, Lizzie Milady, Renato Knight, Yann Smart, Océane Lind, Ced Kuryakin, Elvire Pire et l'agent B et l'agent G. Je vous aime. Dans le prochain épisode, on vous parlera de Mission Impossible Ghost Protocol. L'épisode est déjà dans la boîte. Et spoiler alert, j'ai bien aimé le film.